I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. What are those? Dior clothes. It's fashion art. Dude. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know? That's all. Bonjour Esther et Balthazar. Salut. On doit dire salut Cass, qu'est-ce que vous préférez? On dit salut, bonjour les gens. Salut. On dit juste ça. Ce que tu veux. Parce que je sais pas si on doit dire, vous avez un mot d'ordre d'habitude, enfin un genre de vibe d'entrée ou... Pas du Non, tout. pas du tout. On se dit bonjour juste. Comme C'est si le on grand venait pas de bonjour. passer les 2 dernières heures ensemble. Voilà, exactement. Bonsoir la France. Non mais salut Cast. Vas-y, dis-le, lance-toi. Salut Cast. On est ravis de vous avoir. Nous aussi on est ravis Vu qu'on veut vous avoir depuis Deux la ans. saison 1. Ouais, depuis 2 ans. On a Depuis 2 2 ans ans. aujourd'hui. Enfin, Ouais. c'était il y a 2 ans le show où on a reçu le mail, donc 2 ans. Voilà. T'as un calendrier que tu Non mais gardes. je me souviens. C'est un anniversaire. Je me souviens de ce moment précis. Non, on est vraiment super contents. Ça va changer un petit peu d'habitude pour nous parce qu'on reçoit une personne d'habitude et du coup on déroule, tu sais, hyper biographique, donc du berceau jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à ce que vos chemins se croisent, pardon. On va faire un petit ping-pong de tu viens d'où, c'est quoi l'histoire de jeunesse et tout. Ça roule. Ok. C'est parti. On commence Qui par veut Balthazar. commencer? Allez, vas-y, on commence par Balthazar. Ok, D'où tu viens, où t'as grandi? Allez, on commence par ça. je viens de mes parents. C'est très nul. Non, je suis... C'était une mauvaise blague, Esther. Je suis belge. Ouais. Bruxellois pour être plus spécifique, qui est donc la capitale. Et j'ai toujours vécu là-bas, grandi là-bas. Et Pourquoi pas d'accent alors? Attends. mais j'ai pris des cours pour dans ce Pour moment. l'anglais. Oh non. Non, en fait, j'ai fait des expériences qu'on appellera stage ici à Paris, Ouais. notamment chez Balenciaga, mais pas que. Et du coup, T'es obligé, ouais, là, t'as pas le droit d'avoir l'accent belge chez Balenciaga. Ah ouais, on t'a gommé l'accent. Non, mais en vrai, j'ai jamais eu de bons gros accents. Ouais. Quoique j'ai revu une interview de moi quand j'avais 6 ans. Une interview de toi quand t'avais 6 ans. Excuse-moi, qui Non, est mais pardon. C'est très prétentieux, mais l'interview est ridicule. Mais j'ai un bel accent quand même. Et l'accent remonte juste dans des cas d'extrême pression ou de festivité un peu chargée. D'accord. Mais sinon, en général, j'ai pas trop Pas d'accent. du tout. quoi. Moi je trouve que c'est parce que tu manques d'empathie totalement. Voilà. Ah, ok. Allez, première Non mais pique les gratuite. gens empathiques Prennent épongent les accents des autres. Mais Ouais, alors, c'est ça, ouais. ça. Moi je fais ça parce que je suis Ouais. empathique. Ah, mais moi, c'est très grave aussi. Voilà. Je fais ça, mais c'est une maladie. Ouais, Et bien les sûr. gens trouvent ça Mais- hilarant autour de Mais moi. c'est chouette je trouve. Mais c'est Ouais. vraiment une preuve. C'est ça? Ouais, Mm. voilà. Donc, je suis totalement indifférent aux personnes qui Au m'entendent. malheur des autres. Voilà. Voilà, et après j'ai fait de la typographie. J'ai étudié la typographie pendant 5 ans. Et donc tout naturellement, je me suis redirigé vers la mode parce Ah oui, bien sûr. Bah, c'est- Non, mais attends. Déjà, comment c'était à l'école? Tu dis C'était comment? Premier de la classe à l'école? C'était quoi le Non, mood? pas vraiment. Bon. Non, alors avant les études. T'as un look de premier de la classe. J'ai un look de premier de la classe. Ah ouais. Parce que je me peigne tous les matins. Non, mais j'étais un peu chiant à l'école. Enfin, rebelle, mais pas avec aucune raison de l'être. Dans le sens où j'étais déjà. J'ai pas fait de crise d'adolescence, j'étais déjà un vieil adulte un peu chiant. Ouais. Et gros mépris pour les gens qui m'entouraient. Ce qui facilite pas les interactions sociales, toujours habillé en noir. Alors là, on dépeint un personnage très sympathique hein, depuis le début, alors que pas du tout. Mais j'étais un peu j'étais pas hyper intéressé par l'école avant l'UNIF, enfin avant l'école supérieure. Ouais. Et du coup, j'ai été dans une école de prépa mais avant 18 ans, donc avant le bac en France, pour devenir architecte. Donc j'ai fait En 2 France, ans. c'est genre l'équivalent d'STIR appliqué à l'époque. Ouais. Ok. Enfin, c'est les écoles, c'est les bacs semi-techniques. Professionnels. Ouais, où Ouais. tu fais vachement de dessin et tout ça. Ok. En gros. L'équivalent, c'est ça. Et Ouais, ok. du coup, c'était vraiment pour devenir architecte. D'accord. Donc encore une fois, un très très bon choix. Et j'étais tellement nul en maths que mon prof m'a fait jurer à la fin des études, après les 2 ans, que je ne devienne jamais architecte. C'était pas Ah possible. ouais. C'était T'as dû prêter serment. on veut bien me faire passer, mais please, jamais, sois pas ingénieur, sois pas architecte. Ou soit pas CEO. Ne C'est gère con. pas une société. Oups. Ah merde. Donc voilà. Et puis après, ouais. Côté visionnaire, quoi. Raté.
Voilà, et après... et la typo? La typo à la Cambre, parce qu'à la base, moi, je voulais me reconvertir dans le cinéma d'animation, parce que c'est ce que je faisais dans mon temps libre, enfin, beaucoup 3D, effets spéciaux et tout ça. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est assez amusant. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas vraiment ça à Bruxelles, et je voulais rester à Bruxelles. J'ai fait des portes ouvertes de différentes écoles, et la typo, ça me paraissait un peu comme... genre forgeron, quoi. Genre, ah bon, ça existe encore. Et donc, par curiosité, j'ai été là-bas. Et super intéressant, c'est, je pense, la forme la plus extrême de maîtrise de l'esthétique et des courbes et des formes. C'est genre la pratique la plus extrême. Genre, par exemple, le design industriel, ils sont déjà très forts dans vraiment trouver la bonne forme. En typo, on a un niveau de qu'est-ce qu'un beau rond, qu'est-ce qu'un bon cercle, qu'est-ce qu'un bon carré. On passe 3 mois là-dessus, par exemple. Voilà. Wow. En gros, ils branlent rien. C'est une autre façon de le dire. Non, mais c'est passionnant. Ouais, assez technique et en même temps, hyper intéressant. Et en parallèle, du coup, on va peut-être en venir aussi. Allez, on va partir à Esther là. C'est Esther de raconter là-dessus. La même chose. Jusqu'à arriver au parallèle avec Balthazar. Moi, je viens de France, de Toulouse. Je suis née à Toulouse, mais j'ai grandi autour de Toulouse. Mais pas d'accent, tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Je parlais comme ça. Ouais, Toulouse, c'est fort aussi l'accent. Mais il se trouve que je suis empathique, donc je suis une vraie éponge. Et la rencontre de Toulouse avec Bruxelles, ça a donné ça comme accent. Okay. Mais j'ai un peu des R intenses, comme ça, un peu belge. Ah ouais? On me dit, tu t'énerves en belge. Je m'énerve, fort, déjà comme ça. Ouais, ok, ça racle, quoi. Ouais, assez intensément. Mais en fait, c'est presque flamand comme accent, comme ça. Ouais. J'ai travaillé en Flandre à un moment. Enfin, bref, avec des Flamands à un moment. Enfin, bon. Donc, toi, l'école. Toulouse, l'école. Non, j'étais pas une bonne étudiante. Bon, j'ai eu mention assez bien au bac, ce qui est pas non plus génial. J'ai fait un bac classique art plastique où tout le monde jonglait avec du feu autour de moi, pas du tout, moi je fumais des clopes plutôt, beaucoup, et donc je travaillais pas vraiment à l'école, ça m'intéressait pas plus que ça, j'étais plus intéressée par mes copines et mes petits copains et faire des bêtises, donc j'étais vite en internat et tout ça. C'était la menace. Ça a été quoi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a été la menace de l'internat ou ça a été une manière très organique? J'ai adoré faire ça, partir à l'internat. Mais il y a eu le coup de la menace. Oui, j'étais. Je faisais plein de bêtises, type je piquais dans les magasins, enfin des trucs turbulentes, quoi. Oui, un peu, oui, ça m'amusait assez fort de faire ça. Et en fait, il a fallu recadrer à un moment donné. En fait, t'as visité la petite loge du gardien, quoi. C'est ça un jour. On a appelé tes parents. Mes parents oui, ma maman s'en souvient très très bien. Elle est venue me chercher plusieurs fois dans la loge chez les vigiles. Oui, c'est une période dont elle se souvient bien, je pense. On a notre meilleure amie qui est kleptomane, d'ailleurs, on peut le dire. Restaurant, elle, c'est les bougies, les verres. Toi? Ouais, non, pas moi, non. Okay. Écoutez, je serais ravie de la rencontrer. Vous allez bien vous entendre. On organisera la rencontre. Voilà, donc j'ai un passif, effectivement, où j'étais un peu... je faisais un peu la maline, on va dire. Et puis, ça c'est... Je me suis vraiment super fort recadrée quand je suis arrivée dans les études supérieures, où là, j'ai... Le goût de l'excellence pour faire n'importe quoi est devenu le goût de l'excellence dans mon boulot, où j'ai voulu vraiment devenir clairement la meilleure, je pense. Donc j'ai arrêté de faire des bêtises et je me suis mise à travailler. Okay. Et donc j'ai fait des études j'ai d'abord fait une année en études supérieures en prépa à Paris. Ok. Qui était une école super bien mais super chère. Donc il y avait aussi une espèce de pression pour... fallait pas se louper, il fallait avoir plein d'écoles publiques après, de réussir plein de concours parce que j'aurais pas pu m'offrir ce genre de privilège toute ma vie. Mais dans quelle catégorie? Dans quelle spécialité? En art général, je savais pas trop ce que je voulais faire. Comme Balthazar, j'étais plutôt excitée par le cinéma d'animation à l'époque. Je voulais aller au Gobelin. Ok. Je faisais... On a fait les portes ouvertes ensemble. On a fait les portes ouvertes ensemble sans le savoir, mais on les a fait le même jour. C'était drôle. Balt, il était plus 3D et effets spéciaux, mais moi, je faisais plutôt de la 2D avec vraiment du storyboard et tout ça. Enfin, bref. Ouais. Donc, je voulais ça. Il se trouve que quand on est en prépa, ça s'appelle les ateliers de Sèvres, l'école que j'avais faite. C'est un truc, tout le monde y passe. Ceux qui ont les moyens, en tout cas, y passent. Donc, c'était mon premier pré-étudiant parmi mes nombreux pré. Et donc, du coup, quand on passe par là-bas, tu fais après plein de concours. J'en ai fait plein. Et donc, tu as plusieurs écoles si tu as de la chance et tu choisis.
parmi là où j'étais reçue, la Cambre en faisait partie. Et comme Balthazar, vu que je savais pas vraiment quoi faire. On est assez jeune, en fait, on a 18 ans à ce moment-là. Ouais. Moi, je suis née en fin d'année en plus, donc j'étais vraiment jeune. Du coup, j'ai postulé en graphisme parce que ça me paraissait être vraiment une deuxième prépa. Enfin, avant d'être sûre d'une vocation qui aurait été la mienne, en graphisme, on dessine, on étudie la typo aussi, on fait de l'illustration, on fait de l'image en général, de la photo. Enfin, il y a un truc assez global, assez complet. Ouais. Et j'avais encore besoin de ça, je pense, pour grandir. Donc, j'ai fait ça. Parce que c'est quoi comme cursus ? À la Cambre, en fait, tu choisis, quand tu postules, en tout cas dans cette école, c'est aux Arts Déco, par exemple, tu as une année commune. De mise à niveau un peu, non ? Enfin, la première année, par exemple, je prends les Arts Déco, qui est l'équivalent, je dirais, français de la Cambre, entre guillemets. Tu as une espèce de tronc commun où tu fais une année en B1 où tout le monde fait la même chose et après, tu te spécialises en photo, textile, ce que tu veux. À la Cambre, tu choisis directement. Tu passes ton concours dans de la section qui t'intéresse. Donc, du coup, il faut être assez mûr, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Donc, j'ai fait graphisme. C'était très intéressant. J'ai été effectivement plutôt très bonne élève. Et T'as été première de classe ? Oui, mais... J'ai été très bonne étudiante. On était tous les deux groupés de classe. Oui, en première année. Après, c'était fini. Et puis ensuite, je m'ennuyais un petit peu. Bêtement, on se connaissait pas encore. Et il y a eu le défilé de fin d'année à la Cambre, qui est un défilé qui est à Bruxelles, en fait, est le seul événement culturel lié à la mode qui a sa place, qui a de la force. J'ai vu qui vaut son pesant de cacahuètes. Oh oui, mais ça aussi. Ok, ça l'expression. Olé. Et c'était assez impressionnant parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était un médium qui réunissait encore plus de choses que le graphisme, parce qu'à la fois tu fais des choses en volume, des choses avec tes mains, t'as la photo que tu dois faire après, tu dois penser à tout un univers autour de la fringue. Enfin, ça réunissait en fait tellement de plateformes et tellement un modèle d'expression tellement complet que je me suis dit merde, en fait 1000 fois mieux. C'était pas tant la mode en tant que telle qui m'intéressait, pas du tout, j'en avais rien à secouer, c'était plutôt le faire que je trouvais super complet, global, excitant. Il n'y avait pas d'appétence pour la mode tous les deux dans votre jeunesse, pas en fait. Moi, j'avais carrément une théorie très précise sur pourquoi ne pas faire de la mode, mais enfin, c'était carrément ce que je ne voulais pas faire. Encore une fois, du mépris total. Non, pour moi, c'est vraiment le summum de l'esbrouf. Et c'est vrai qu'en arrivant à la Cambre, où en fait, tu te rends compte qu'en fait, toutes les sections, je sais pas, la section photo, la section graphisme, la section design textile, à la fin, on convergeait tous. Tu les merges toutes et ça fait la mode. Ouais, et parce qu'en fait, la mode permet d'exploiter tout, quoi. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, c'est intéressant. Et puis après, on se met aussi à regarder. Moi, c'est ce que je faisais, je regardais les maisons. Qui dirigeait les maisons, c'était quoi les parcours des directeurs artistiques. Par exemple, Raph, c'est un bon exemple. Voilà, Raph Simons qui avait fait tout sauf de la mode, qui à la fin fait comme des choses qui sont plutôt intéressantes. Et donc, c'est là-dessus. Enfin, moi, c'est là où j'ai retourné ma veste. Parce que la vision de base, c'était quoi ? C'était plutôt futile, tu voyais pas la profondeur. Vide absolu, et puis surtout une envie furieuse de surtout pas s'approcher de ces personnes-là. Peut-être tous, ils sont tous analphabètes, je sais pas. Mais au final, en fait, pas vraiment, ils sont quand même intéressants. Certains savent lire, d'autres écrire. Je te jure. Moi, c'est pas ça, c'est plus que j'étais tellement loin du monde du luxe. Au-delà de ça, je crois que quand t'as pas une culture de ça, c'est moins évident. Enfin, je sais pas. C'était pas. Même dans l'ordre du fantasme, ça m'intéressait pas du tout. C'était tellement. Pour moi, jeune, ma culture mode se résumait à aller au centre commercial acheter Jennifer et Pimki. Ouais, j'entends. Et puis les plus grosses marques que j'avais, c'était, je pense, Nike, Lacoste, Sergio Tacchini et Burberry. On comprend directement mon style vestimentaire de l'époque, de façon immédiate. Et le seul rapport vraiment au luxe était les rubans qui entourent tes coffrets de parfums à Noël. Ouais. Il y a donc le logo de la marque, genre Mugler, parce que à l'époque, je portais Alien. Et on le mettait autour de notre poignet, et c'était vraiment le symbole. On avait une marque de luxe. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai appris récemment que ça existe encore. Il paraît qu'il y a un vrai business sur Vinted et sur Vestiaire Collectif. Les rubans, les trucs. Des boîtes Hermès et tout. Il paraît que les sacs se vendent à des prix hallucinants. Donc, comme quoi, finalement, on n'a pas tous évolué.
C'est drôle. Bref, et du coup, c'était ma seule connexion avec le luxe, ça et la pop culture. Donc les stars habillées genre les posters de Britney en Galliano, quoi. Enfin, je veux dire. Sûr. Sinon, rien de ça. Pas du tout. Parce qu'aussi mes parents viennent pas de là, évidemment pas les budgets. Ne s'intéressaient pas à ça, enfin pas du tout. Mais tu sais, une des particularités qu'on a quand même avec le podcast, c'est qu'on reçoit principalement, pour pas dire exclusivement, des gens qui sont à peu près issus de ces milieux-là, tu vois, qui n'avaient pas une affiliation naturelle avec la mode. Et pourtant, t'en as qui se retrouvent dans l'image et qui vont lire des tonnes et tonnes de magazines, regarder les crédits, les trucs, les machins, déjà ados. T'en as d'autres qui vont dire je coupais mes trucs, je me faisais mes tenues, j'allais chiner ou je piquais ça. Il y a eu pas mal de petits voleurs aussi qui allaient faire du shoplifting aux galeries. Donc tu vois, l'affiliation elle vient. Ouais, mais il y avait quand même ce goût, cette appétence ou la curiosité de se dire comment je fais une image, comment je construis ma tenue et tout, tu vois. Donc c'est trop marrant. Mais je peux comprendre, mais je crois que mes intérêts personnels à ce moment-là, non, j'étais vraiment. Non, j'étais pas du tout intéressée par ça. Non, je crois pas. Non. Après, moi aussi, je viens d'un environnement beaucoup plus. Théâtreux. Théâtreux, oui. Après, c'est le mec. Bref. non, mais en gros, il y a un gros capital culturel dans la famille d'où je viens, et donc on était dès 1 an baignés dans plein de pratiques différentes, le théâtre, la danse, la photo, la vidéo, le cinéma. Il y a un vrai truc en Belgique, autour de ça, quoi, de famille, de créatifs. Ouais. Et absolument. Et du coup, on était super vite. En tout cas, c'était une option qui était sur la table de faire absolument ce qu'on voulait dans la création. Et du coup, j'ai beaucoup moins de mérite parce que tout m'est arrivé super cuit dans la bouche. Alors après, ça mais ça pas la mode, ça n'a rien à voir. Mais pas la mode, pas du tout la mode, non. Dire tes parents, ils font du théâtre, ingé son. Enfin, c'est vrai. C'est connecté à des choses, mais c'est pas la mode. Absolument pas. Enfin, ça reste à la fin. Justement, après un défilé. On est quand même avec les mêmes équipes techniques, du son, de la lumière, une scène, un public. C'est toujours faire un spectacle, au final. Faire un spectacle à la fin. Bien sûr. Et puis, on n'attendait pas de toi que tu deviennes médecin, avocat, ou t'avais eu cette liberté un peu de faire un métier créatif, quoi. Absolument, j'aurais pu. Et oui, voilà. Alors moi, c'est drôle parce que j'ai fait la blague même à mon papa il y a 2 jours, vu qu'on a fait une collab de lunettes, bref. Moi, mes parents fantasmaient sur le fait que je devienne opticienne. C'était un vrai truc. C'est drôle, c'est drôle comme métier. Je veux dire, c'est pas genre un médecin, enfin genre... Opticienne, c'était un vrai truc. Bon, il fallait faire un bac S pour ça, ce qui n'a pas du tout été mon cas, mais du coup, non, il n'y a pas eu... Et finally, t'as fait des lunettes. Et finally, j'ai comme quoi tous les chemins. Ok, donc tous les deux à la Cambre. Du coup. En même temps, vous vous connaissez à ce moment-là, à part... On arrive tous les deux en même temps. Ouais. Esther et moi, on fait moi, je fais un cursus de 5 ans de typo. Esther, 5 ans de typo, excuse-moi. Il faut le vouloir, Docteur en typologie, 5 ans de cercle. Je suis maître de typographie. Arrête. Si, ouais. J'ai même juste après mes études, j'ai encore fait pas mal de typo où j'ai bossé avec des clients. Et j'adore, encore aujourd'hui. Il fait encore. Non, mais c'est sublime, c'est sublime. Tous les logos, tout est dessiné à la main par Balt. Votre logo est magnifique. Ça, c'est Balt qui. Ça au moins, c'est précieux parce qu'on fait appel à personne du coup pour. Les images en interne, l'édition, tout est fait par Balt, donc ça c'est quand même assez précieux. Non, ça c'est chouette, mais c'est le 5 ans qui m'a interpellé. C'est long. Mais du coup c'était marrant parce que même pendant ces 5 ans, du coup on commençait à bosser ensemble. Moi je faisais des stages dans la mode par exemple, et mes profs étaient là genre Balenciaga, la typo, qu'est-ce que tu fais comme choix? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que t'étais pas en graphisme chez Balenciaga, t'étais l'assistant d'Alexander, donc c'était pas non plus le stage de graphisme de l'année. Et même C'était stagiaire croquette plutôt que stagiaire... Ils étaient tellement fâchés sur moi que du coup je faisais des stages qui duraient un peu plus longtemps que ce qu'il fallait. Donc, pour la Fashion Week. Ouais, il retardait la rentrée au 15 octobre quand je rentrais de Paris. Et donc littéralement quand je rentrais le 15 octobre, tout le monde m'attendait à la classe, genre c'est bon, on peut commencer l'année. T'as fini de t'amuser avec tes chiffons? Donc j'étais pas très 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 content, quoi. Non, drôle. C'est drôle. Et donc, vous vous connectez ou pas? C'est ça la question. On se connecte pas vraiment quand on est en graphisme. Enfin, quand Balt est en typo et moi en graphisme, parce que nous, on était trop occupés avec mes copines. Je sais pas faire quoi. Avec les queens. Avec les queens de la Cambre. Dans les pires boîtes de nuit. Dans les pires de Bruxelles.
J'avais pas encore décidé de travailler à ce moment-là, du tout. On avait décidé juste de vivre une vie d'étudiante pendant 1 an et c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment bien. J'ai vraiment adoré cette année. Et donc on n'était pas très connectés avec Balthazar parce que... Mais je me souviens de toi, parce qu'on faisait du coup des sorties avec des potes similaires et elle nous disait oui on va aller dans tel endroit, machin. J'ai dit mais qu'est-ce que vous allez faire? Genre les pieds à touristes, des faux bars irlandais. Il se souvient de moi pas dans le bon sens. Ah non, c'est parce qu'il me méprisait. Ah, t'étais dans la case parce que je crois comprendre qu'il y a deux cases. Mais ceux que tu méprises, ceux que t'aimes bien, quoi. Vraiment, on fait un profil horrible. Non, mais c'est vrai que j'étais particulièrement étonné par votre courage là où vous alliez. Il nous méprisait comme des fous. Vraiment. Mais nous aussi. Façon, tout ce qui est pas. Ouais, tout ce qui est pas rond carré, on sort. Tout s'habillé en noir, là, comme ça, avec nos vieux MacBook Pro. Ça, c'est vrai. Ouais. Et à la fin de l'année, en fait, on s'est connectés réellement parce que Balthazar était mannequin à l'époque. Comment ça à l'époque? Long time ago. Bam. Voilà. C'était chez qui? Quelle agence? Je pense que je les ai toutes faites à Bruxelles. IMM, t'as fait... Non, t'as pas fait Hakim. Hein. Si, bien sûr que si. Ah bon? On embrasse Hakim. J'ai fait aussi des musiques. Non, mais on faisait les polas et puis ils m'ont fait faire des castings absurdes. Celui avec le parapluie panthère, là, j'adore. Non, mais c'était les polas, ça. Bon, il va falloir ressortir les images, je te préviens. On fera des inserts. Non, j'ai fait un casting pour Hermès et je suis arrivé... Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais à l'époque, j'étais vraiment genre un jeune phasme émacié, complètement... Enfin bref, pas du tout tous les mecs autour de moi étaient genre vachement... en forme musculairement, avec des grosses barbes. Il y avait une tendance, surtout chez Hermès, à ce casting-là, vraiment... un visage hyper taillé avec une barbe et Balthazar. J'ai vraiment passé 1 heure dans la salle d'attente, genre. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc ils m'ont. Allez voir Eddie Slimane. Ça aurait ils marché. m'ont vu arriver, ils ont fait genre non, je vais au revoir. Et sa carrière s'est arrêtée là. Ouais, ça s'est arrêté là. Mais elle a commencé à la Cambre où il a fait ses premiers défilés pour les étudiants. Ouais. Et c'est là que je l'ai repéré. En même temps, bon voilà. Son shopping qu'on peut. Hein. Ouais, c'est clair. Et donc, on s'est connectés après ce moment. Enfin, je peux me raconter une histoire marrante. J'ai fait une fête de fin d'année, un peu à l'américaine, genre fête de fin d'année, quoi. Les beer pong et compagnie, les gobelets rouges. J'étais quand même, je restais un mec un peu chiant, donc c'était quand même un peu non, plus... il y avait une direction artistique de la fête. Un peu plus sec, genre... Il y avait une scéno. Un peu carrément, ah oui. Oui, il y avait une scéno. Il y avait un teaser. Mais c'était vraiment dans un quartier, il faut s'imaginer, genre les quartiers comme dans les films américains, avec les petites voitures. Et tout, Donc déjà, les mecs de la com étaient là, genre, qu'est-ce que tu fais aussi loin du centre? Et personne n'est venu à part Esther. Que des filles. Ouais. On est venus, on était, je pense, 5-6 filles. Ouais. On venait toutes pour la même raison. Moi, je comprenais trop pas. On avait peut-être un épisode du Bachelor. On avait toutes des shorts et des jupes. T'avais tes vraiment courtes. Moi, j'étais juste là, genre, avec une bière, genre, qu'est-ce qui se passe? Non, on était quand même, je pense, une trentaine à cette fête, mais t'avais effectivement tous les copains de Balthazar, je dirais à 80% gays, qui venaient aussi pour sûrement la même chose. Et toutes les nanas qui venaient pour ça. Enfin, on était vraiment pas mal sur le dossier. J'ai des noms en tête. Mais et j'avais acheté pour l'occasion, effectivement, en souvenir de mode, une combi short rose courte. C'était une culotte. C'était vraiment exagéré. Tous les trucs de exagéré cette combi que je n'ai plus retrouvée depuis. Ah, mais je ne sais pas où elle est. C'est drôle. Hein. Mais peut-être que c'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas grave. Attends, je rentre plus dedans. Non, mais donc. Donc là, c'est quand même oui, il y avait vraiment genre ce truc d'excellence là aussi d'avoir aussi le gros lot, hein, Balthazar. Nice. Et j'ai gagné la compétition du coup avec les autres filles. Super. Et du coup, ça c'est l'été et en septembre, Esther se lance dans le parcours. Voilà. La Cambre mode. Donc elle passe au graphisme elle repart pour 5 ans d'études. Ouais. Il se trouve qu'au défilé, donc où on est allé à la fin d'année dont je vous parlais tout à l'heure, c'est révélé que le stylisme était génial et c'est là où j'ai repéré Balthazar. Donc c'était vraiment une journée vraiment sans sas. T'as trouvé ta voix, ton mari, le gars, tout en une journée. Ça, c'est un film, ça. C'était une bonne journée. Ouais, pardon. C'était vraiment une très bonne journée. Mais il faut en faire un film de ça. C'est pas possible. Voilà, en gros. Ok, et donc là, vous croisez. Et quand est-ce que vous commencez à
bon, bah, pas bosser ensemble parce que vous êtes étudiants à ce stade-là, mais on a bossé collaborer, ensemble en même temps. ping-pong. Ah ouais, dès le départ. Ouais, en fait, on est sortis ensemble le 31 août et on a commencé à bosser ensemble le 1er septembre. Allez, let's go. Ah ouais. Parce qu'en fait, Balt m'a aidé à faire le concours d'entrée de la camp de stylisme qui est assez dur. Ouais. Je pense que c'est le concours d'entrée sûrement le plus dur dans l'école à la Cambre. Ouais, il est assez dur. Il est long. Enfin, ils sont tous longs, mais il est très intense. En 5 jours, tu dois produire une silhouette complète, un magazine. T'as pas mal de choses à faire, en fait, qui sont compliquées. Et nous deux, on était vraiment des stressés du graphisme et tout ça, vu d'où on venait tous les deux. Et donc, on voulait forcément faire une image géniale. Nickel, ouais. Donc, Balt m'a cédé. Donc, c'est assez tronqué parce que je suis rentrée à la Cambre. En fait, on est rentrés à 2. Enfin, c'est un peu de la triche, finalement. Je l'ai pas fait tout seul, ce concours. Donc, imposture totale. Ils vont te retirer le diplôme, là. Non. Je crois aussi. Mais maintenant, Tony le sait, donc je m'en fous. Et les 5 ans, en fait, se sont passés de la même façon. Ça a tellement fonctionné. Notre couple privé s'est construit sur ce couple pro. Mhm. L'un va avec l'autre. C'est genre... c'est indissociable. Et ça a commencé au day one, quoi. C'est ça qui est vraiment fou. Ouf. Et pendant 5 ans, Balt, en fait, vu qu'il faisait pas grand-chose en typo, vous avez bien compris, le monde carré et tout ça. T'as vu le retour du mépris, là? C'est sûr. Bah, je suis à bonne école. Hein. Du coup, il m'aidait vachement sur mes projets, donc toutes les images, tout même les prints, enfin, Ouais. tout était... Balt s'en chargeait, en fait. On réfléchissait au projet ensemble, en tout ouais, cas. toujours. Oui, c'était collaboratif. Ouais, et vu que moi, j'avais fait du graphisme, j'intervenais sur ces projets de typo, bon, pas techniquement, mais en termes d'idées et tout ça, à chaque fois, c'était un vrai ping-pong entre nous, global, donc... ouais, ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. Mais là, il y a déjà cette idée de marque dès que tu commences. Non, c'est genre Pas du tout. juste une collaboration en mode, ok, Sur projet, création, quoi. Ouais. Bah, on s'était trouvé créativement, donc c'était super cool, mais on n'a jamais considéré un projet commun. Non. Jamais. J'ai retrouvé un c'est document. drôle. C'était un cours qu'il y a que moi que j'avais, je pense. C'est le cours de marketing. Il disait, Non, moi, j'ai pas eu ça. vous voyez où dans 5 ans? Et moi, j'avais marqué directeur artistique entre Bruxelles et Paris. Mais on n'avait pas du tout, ni SR et moi, de velléité entrepreneuriale. Pas du tout. Et surtout, alors, du tout. Donc, quoi, des envies d'aller genre dans une maison directement? Ouais. Mais ça aurait cassé un peu le duo, quand même, non? C'était pas un problème à ce moment-là, parce que quand on faisait nos stages, là, on trouvait toujours une façon d'être dans la même ville. Je veux dire, Balenciaga, il n'a pas obtenu son stage par ses talents de couturier né. Hein. C'est juste parce que j'étais passé par là avant. Le bec pistonné, quoi, en gros. Oui, soyons clairs, ils avaient besoin de balance. quelqu'un et j'étais très amie avec mes anciens maîtres de stage et tout ça. Et donc, je leur ai proposé le profil de Balthazar et c'est un stage qui, honnêtement, ne nécessite pas de couture, assistant studio. En fait, tu fais essentiellement des courses. Hein, Le donc, jour où j'ai découvert que j'avais faire des choses sur Photoshop, là, c'était... était devenu assistant studio pour justement casting et tout ça. Change la tête du mannequin. Photo, machin. Donc, il a fait ça comme stage finalement. Donc, ses capacités en fait typo étaient finalement pas mal, graphisme. Mais ouais, on n'a jamais. Non. Mais même quand on sort des études ou quand on fait nos diplômes, on est dans une. Enfin, moi, je lance une boîte avec des potes de direction artistique et toi, tu pars à Paris. Moi, je pars chez Acné. Voilà. Donc vraiment, c'était pas du tout le projet de faire une marque de vêtements. Pas du tout. Quoi. Et puis, chez Acné, quand même, ce qui est drôle, c'est que quand on est sortis ensemble, je me rappellerai toujours que je t'ai dit le premier jour, tu passeras jamais en premier, ce sera toujours ma carrière, et toi, tu seras toujours je dis, okay, cool. tout au fond de la salle. Et en fait, chez Acné, j'ai quand même les boules, que Balt soit à Bruxelles, que moi je suis à Paris, c'était pas cool. Et on n'avait vraiment pas une thune, soyons clairs. Et donc, c'est un rythme où tu rentrais le week-end pour bosser dans un resto. En fait, si, j'avais un accord avec Acné. J'étais à l'époque en stage. Et comme j'avais pas un rond et que je remboursais déjà mon prêt d'études, c'était assez lourd. J'avais un accord avec eux où je faisais du lundi au jeudi chez eux. Le jeudi soir, je prenais le train. Vendredi, je faisais de 9h à 21h dans un resto. Samedi, je travaillais le matin dans le resto et dimanche, je rentrais à Paris pour travailler chez Acné. Wow. Je faisais ça pour avoir le complément de moi, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. C'est vrai que c'était assez lourd, surtout que je vivais à l'extérieur de Paris. Bah, évidemment, sinon c'était trop cher parce que je payais l'appart à Bruxelles avec Balt encore. Donc, c'était lourd. Et donc, j'ai vite arrêté et j'ai tout arrêté. Je suis allée à plein temps dans ce resto. Et pour être à Bruxelles avec Balt, et on avait arrêté, j'avais complètement arrêté la mode, quoi. Ah ouais? Ouais.
Et voilà, fin de l'histoire. Et voilà, au revoir. Merci d'être venu. Avec plaisir. Tu nous donneras l'adresse du resto quand même, qu'on vient de te voir. C'était un resto de sushi. Et en fait, j'étais chef et tout. C'était chouette. J'ai adoré. Mais ouais. Ouais, j'ai adoré. On peut se faire des soirées sushi. Ouais, j'adore. C'est hyper bien. Enfin, ouais, la cuisson du riz, tout ça. Ouais. Non, mais c'est dingue. Mais du coup, si on fait un petit retour arrière, du coup, vous avez votre diplôme tous les deux en même temps. Ouais. Et du coup, la décision, c'est que toi, tu viens direct à Paris pour ce job chez Acné ou c'est quoi le truc? Oui, moi, au tout début, je m'étais dit, je fais 6 mois de stage, si ça passe bien. En plus, à ce moment-là, Acné était en phase de recrutement. C'était vraiment un moment boom, économiquement qui était assez bon pour les marques et tout ça. On était en 2017, à ce moment-là, il n'y avait pas encore trop... Il n'y avait pas eu le Covid, pas de crise, pas de guerre. Enfin, c'était assez nice. On était dans une bonne remontée. Et Acné recrutait. D'ailleurs, mes copines qui étaient en stage avec moi, on était 3 et les 2 sont restés embauchés. Enfin, et Sophie est toujours d'ailleurs. Enfin, donc, du coup, je pense que je serais restée boulot, etc. Donc, c'était vraiment parti pour ça et j'adorais ces boîtes. J'avais passé aussi beaucoup de temps chez Balenciaga. La première fois chez Apple Alexander, deuxième fois sous Demna. Et et j'avais toute une équipe qui sont mes amis maintenant. Donc, je me voyais bosser dans une de ces 2 boîtes. En gros, c'était assez réglé. C'était mon style de fringue. Enfin, genre, j'avais envie de faire ça. Ouais, t'as même pas été écœurée par un truc ou quoi que ce soit, quoi. Non, c'est plus une histoire, honnêtement, soyons clairs, c'est une histoire de finances. Je pouvais pas me permettre de rester entre deux feux, sans Balthazar et tout ça, c'était compliqué. Donc, une histoire d'amour et de finances, voilà, en gros. Et donc, je suis repartie à Bruxelles comme ça. Et sinon, je pense que, on serait probablement jamais fait Esther Manas. Mais on l'a fait aussi à cause du festival de hier, en fait, bêtement. Donc, on a pris ta collection de... Ouais, tu veux faire? Alors, comment ça arrive? Parlons un peu de la naissance d'Esther Manas, du coup. Parce que, du coup, toi, tu reviens à Bruxelles pour être au resto. Ouais. Toi, t'as monté une boîte avec des potes, c'est ça? Ouais. Donc, on fait de la direction artistique, principalement pour le secteur culturel, donc des musées, des magazines qui veulent refaire leur identité. Des restos aussi, t'as fait des restos, ouais. Enfin, voilà, un peu de tout, ouais. Ouais, c'était un lieu alimentaire, mais vraiment ultra de luxe, dans le sens où on avait vraiment des clients super intéressants, donc c'est un peu nul de dire t'as fait alimentaire, parce que c'était vraiment intéressant fondamentalement. C'était ce que tu voulais faire. Absolument. Bêtement. Mais on avait déjà un œil super fort, enfin moi sur la mode en tout cas, et toi évidemment. Et ce qu'on a fait, ce que tu as fait, c'est que, donc, à la fin des 5 ans à la Cambre, l'étudiant est amené à présenter une collection qui clôture les 5 ans d'études, qui est un peu une espèce de carte de visite et une signature pour faire ce que tu veux faire après, donc être embauché, peut-être lancer ta marque, même si c'était pas le projet. Et toi, t'étais venu avec une collection qui, dans le cadre de la mode à l'époque, et aussi spécifiquement à la Cambre, était un peu particulière. Ouais. Oui, l'histoire est encore plus... faut encore remonter. Début d'année de 5e, donc l'année de diplôme, je fais une collection lambda. Je me souviens même que la thématique, c'était sur le fait que j'allais travailler après. Tu te souviens de ça? C'était drôle. Mais quoi, du coup, t'as fait quoi, du workwear ou c'est c'est plutôt travailler, mais sans que c'était beaucoup de suits. C'était vraiment comment tu vas au bureau, comment t'es une femme qui prend sa place. J'avais pas trop quoi faire, en fait. C'était un peu tiède. Et d'ailleurs, je me souviens d'un jury avec Nicolas Di Felice à l'époque et Oriane, qui était chez Louis Vuitton à l'époque, et qui m'avait un peu dit que c'était tiède, clairement. Il y a une vidéo de ça, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Parce qu'il y avait aussi un documentaire à l'époque qui était tourné sur toute l'année. On me suit toute l'année. Enfin, bref, c'était assez intense. Et en parallèle, j'avais postulé avec ma collection de 4e année au Festival de hier. Ok. Et il y a 2 étapes. D'abord, tu es dans 30 semi-finalistes que personne ne connaît, c'est pas public, qui vont passer devant le jury à Paris. Et ensuite, il y a la 10 qui sortent. Ok. J'avais beaucoup d'espoir vu que j'étais dans les 30 et j'ai pas été reçue dans les 10 et ça m'a vraiment fait un choc d'ego. J'avais les boules, quoi. Et là, j'ai décidé, vu que ma collection de 5e était assez tiède, que j'avais eu un jury assez tiède, que j'avais pas été reçue ailleurs, blablabla, que j'avais pas un rond, j'étais à 30 heures semaine dans mon resto de sushi pour financer, donc j'étais crevée. Je dis à Balt, allez, RAF, je trouve vraiment pas de sens à faire des fringues. Il y en a marre, j'arrête tout et je m'inscris en école d'infirmière. Ok. Donc c'est ce qui se passe. J'arrête, on est au mois de février. On est mi-février, j'arrête, je m'inscris à cette école. Entre-temps, du coup, je me dis, viens, on se casse une semaine en vacances à Milan pour s'aérer, parce que là, avant que je recommence une nouvelle vie. Tu t'es aussi coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux très court. Très court. Je me suis quasiment rasé la tête. Ouais, j'avais vraiment, c'était, je sais pas, ça m'avait vraiment brisé ce truc de hier, je pense. Et à Milan, on rentre de Milan et du coup, je décide de redécorer l'appartement, sauf que nos moyens, c'était Ikea. Donc, je suis sur le catalogue Ikea. Je me rappelle, c'est un dimanche, on est dans le lit, je suis sur le catalogue Ikea en ligne avec mon ordi.
Et je vois cette espèce de table où tu peux rajouter une rallonge au milieu. Et je dis à Balt, putain, je crois que j'ai une idée trop conne, mais qui peut marcher, quoi. Et il me dit, c'est quoi ? Je lui dis, et si je faisais des vêtements à rallonge, ou en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose, des vêtements pour... et je dis, pour moi, quoi. Enfin, tu vois, des vêtements pour les grosses, il faut peut-être faire quelque chose et tout. Et il me dit, c'est la pire idée que t'aies jamais eue de ta vie. Parce qu'il y avait une image de la table à rallonge, je disais, mais c'est quoi cette idée ? C'est complètement con, quoi. Il me dit, mais t'es con. Vraiment le mec avec le nez creux, quoi. Donc, maintenant, dès qu'il y a des idées qui arrivent sur la table, on écoute ton avis et on fait l'exact contraire et ça cartonne. Et donc, je lui ai dit, mais t'es sûr ? Parce que je crois que c'est bien. Enfin, il me dit, je sais pas, franchement. Il me dit, tu sais quoi ? Il me dit, mais si tu faisais ça, tu reviendrais à la camp ? Je dis, ouais, je crois qu'il y a un truc. Parce que je cherchais un peu de sens, j'imagine. Ou, voilà. Bien sûr. Et il me dit, présente-la à Tony, qui sont un peu comme Balthazar, qui ont un avis très tranché. Tony, qui est le directeur de l'école. Tony Delcamp, ouais. Et qui t'ont super pour bousculer dans ce projet, mais je pense qu'elle s'est apporté. Mais du coup, par esprit d'opposition, moi, ça m'a dit, si des gens s'y opposent ou posent problème, il faut le faire. C'est vraiment il me dit, mais vas-y, parle-en lui, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce qu'il m'a directement parlé de casting. C'est assez drôle parce qu'il m'a dit, si tu trouves les bonnes filles, ça peut marcher. C'était assez drôle comme raisonnement parce que... moi, j'aurais jamais parce qu'il fallait qu'on comprenne le concept. Et moi, j'aurais jamais pensé au cast. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, mais d'un prime abord, en tant qu'étudiante, tu penses à ton casting à la fin de l'année, au bout d'un moment, quand tu demandes à tous tes potes de défiler gratos pour toi, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu penses à des projets, sculpture. Enfin, toi, à la camp, c'est très sculptural, comment on construit le vêtement. Enfin, c'est très différent. Il y a pas. Et donc, j'ai pensé au casting avant de penser au projet. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, je déteste sincèrement la collection qui est sortie. Je la trouve affreuse. Mais l'idée était géniale. Donc, en fait, j'adore... Mais après, il faut se remettre aussi en perspective que cette idée a été pondue en mars, que le show était début juin, donc j'ai eu 2 mois et demi pour pondre 12 silhouettes, et pas un rond. Donc, et mon sushi time, 30 heures semaine. Donc, du coup, on est sur une collection crafty à fond, hyper bâclée. Enfin, c'était pas du tout un process créatif posé et mûri et tout. Mais l'idée était, ça a germé tellement quelque chose intense que... Et du coup, quand la collection défile à la fin de l'année, donc du coup, pendant ce défilé... Déjà, on ne voulait pas y aller. À Bruxelles, on ne voulait pas y aller. Ouais. Et je me souviens, c'est... bref. Et la réaction du public a été tellement dinguissime. En gros, pour un peu qu'on s'imagine, c'est comme un show classique, les filles font un passage et après, il y a un final. Donc les filles font le premier passage dans la salle et il y a une telle réaction que les filles sont en larmes en backstage et ne veulent plus sortir pour le final. Elles étaient en pleurs tellement il y avait d'émotions. C'est bien. Et donc on sort, tonnerre d'applaudissements, ce qui est quand même pas une pratique les gens courante. Se sont levés. Il faut penser qu'il y a 2000 personnes parce que c'est les parents en fait. C'est les parents d'élèves. C'est pas un show comme Paris. Non, bien sûr, mais 2000 personnes, wow. C'est du monde. C'est gigantesque. En fait, c'est du monde et il y avait vraiment un truc qui s'est passé. C'était fou. Et les gens sont venus en backstage mais des mamans et tout pour te féliciter. Oui, au lieu d'aller voir leurs enfants, c'est drôle. Enfin, je veux dire. Et ça, il y a un truc où on a senti qu'en fait le public, les gens en général étaient super réceptifs, quoi. C'était beau. Enfin, c'était alors que je voulais pas me pointer là-bas parce que j'avais peur, honnêtement, que personne soit prêt. Parce que à l'école, personne n'avait jamais mis une grosse sur un podium. Donc j'avais peur qu'on se moque de moi. Enfin, c'est con à dire, mais en 2017, c'était pas cool en fait. Enfin, personne ne l'avait fait. Ça n'existait pas. C'était la honte en fait. La honte. C'est horrible, c'est dur de dire ça comme ça, mais en fait, et la honte dans quel sens ? Grosse, c'était pas quelque chose. C'était pas ok d'être grosse. C'était un problème. Donc, est-ce que ça allait pas toujours ? Oui, ça allait toujours un peu. Hein. Donc, je veux dire, à ce moment-là. Il n'y avait pas ce truc de body positive là, dont on parlait ce matin. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, moi, j'étais morte de peur. Je me suis dit, j'avais peur de rater mon jury aussi, bêtement. Parce que je me disais, si l'industrie n'est pas prête, peut-être qu'ils vont me dire que c'est moche, que mes filles sont moches. Parce que tu as quand même le stress de se dire, ok, oui, c'est un show, mais il y a une note derrière. Il y a un jugement derrière aussi. En fait, c'est ça, c'est que c'est ton diplôme de 5 ans, et moi, j'avais pas les sous en plus pour redoubler. Tu vois, je peux pas foirer. Donc, du coup... j'avais quand même dur. Enfin, j'avais la trouille. Je me rappelle, ta mère était venue nous voir pour nous apporter à manger la veille. C'était chaud. Et je disais, j'irai pas.
Vraiment, j'étais. Je déserte. Ouais, et on a bien fait d'y aller en fait. Bien sûr. Ouais. C'était hyper impressionnant. Ouais. Et il faut quand même. Enfin, aussi, je pense qui pouvait vraiment nous poser problème, c'est qu'il n'y avait pas d'exemple de moments où ça avait fonctionné avec cette recette-là, quoi. C'est ça. Et les autres exemples qu'il y aurait pu avoir, c'était peut-être des moments de. Performatif, tu veux dire? Oui, ou même plus vindiqué. Non, mais Bess Ditto chez Gauthier, mais ça n'a rien à voir. C'est c'est de l'incarnation d'un personnage. Ouais. C'est pas ça. En plus, c'est déjà une célébrité qui est acceptée. C'est un icône. Enfin, c'est pas la même. Ça veut pas dire la même chose. Et aussi, il y a quand même cette idée de après, tu rentres sur le milieu du marché avec cette collection, et ton approche avait été. On était surtout sur des vêtements pour chaque fille qui défilait, donc vraiment du sur-mesure. Bien sûr. À l'époque, comment t'avais fait le casting? C'est ça la question d'ailleurs. Alors, il y avait eu des copines, Facebook, et aussi, c'est marrant, clients du restaurant. Et surtout, les filles commencent à se recommander entre elles. Oui. C'est aussi là où on soulève le coin d'un voile, où en fait, les filles, il y a une vraie communauté derrière, quoi. Ouais, j'étais allée sur ce truc d'appli de rencontre là. C'est pas Adopt, c'est tu sais. Pour les mecs, pour les gays, c'est Grindr. Ouais. Tinder. Wow. Voilà. Tu connaissais pas Tinder? J'ai oublié. Okay. J'avais fait un compte Tinder pour regarder aussi des meufs, parce que là, du coup, elles te mettent les mensus et tout. Donc, du coup, c'est trop pratique. Arrête. Tu sais, sur Tinder, tu dis commenter et tout. Ouais. Et t'as des photos de toi très précises. Donc, du coup, c'est un genre de truc pour faire ton casting. Ouais. J'étais allée regarder là-bas. Et aussi, j'ai deux de mes mannequins qui sont devenus des très, très, très grandes amies à nous. J'en ai trouvé une sur Facebook. Et elle m'a dit, mais j'ai ma sœur, c'est la même que moi. Donc elle a ramené sa sœur, qui ont ramené leur copine. Enfin, du coup, c'était assez cool parce qu'elles avaient déjà, en fait, finalement, bêtement, une communauté de corps qui se ressemblent aussi. Et donc, bouche à oreille. Aussi, Zeneka, donc cliente de Makissou, du restaurant où je travaillais, qui elle m'a dit aussi, ma sœur Tamia, c'est moi en plus jeune, tu la veux, paf. Il y a eu quand même pas mal de sœurs qui se sont en fait rassemblées. Ouais, c'était assez cool. Bien. Et surtout, elles sont toutes devenues amies. Celles qui je connaissais pas, certaines, je pense à deux entre elles, qui sont devenues plus qu'amies. Enfin, c'est vraiment Nakani et Ali. C'est une famille, quoi. Ouais. Et c'est assez dingue ça. Et trop drôle, c'est qu'il y en avait plein qui faisaient des études très universitaires, qu'elles n'avaient pas forcément choisies. Et le fait d'avoir fait cette expérience-là, elles ont tout arrêté. Il y en a une qui est devenue make-up artiste, l'autre qui... elles ont toutes fait des trucs, elles sont allées au-delà de ce qu'elles pensaient vouloir faire. Enfin, c'est cool, je trouve. C'est une vraie révolution, quoi, du coup. Ce chose pour vous, mais aussi les gens qui ont participé, quoi. Ouais, il y a un truc qui c'était vraiment... c'est con parce que c'est très... comparé au jour qu'on fait maintenant. Ouais, merci Lacan, parce que c'était Lacan. C'était avant hier. Ouais, mais c'était vraiment... ça n'a rien à voir avec les shows qu'on fait maintenant, évidemment, en termes de proportions et tout, mais je veux dire que à notre échelle, c'était fou. Ça a été un déclencheur. Ouais. Et du coup, on a eu du courage l'un et l'autre, et on a repostulé à des prix, dont hier. Si je peux me permettre, on a repostulé à hier. La première fois qu'on postulait à hier, on a perdu. On avait envoyé une armoire, une étagère. Oui, parce que le thème, c'était la chambre. Nous, on a pris une espèce de dessert. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas été pris, c'est que c'est chiant quand tu reçois un dossier qui y a une étagère. Là, on a envoyé juste un dossier classique. L'histoire veut qu'ailleurs, plus ton dossier est dingue. Ouais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dossiers et il faut sortir du lot d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et il y a une espèce de légende qui dit que Jean-Pierre se souvient encore du dossier d'Anthony Vaccarello quand il l'a envoyé, que quand ils ont ouvert le dossier, ils savaient déjà que c'était lui le gagnant alors qu'il y avait 300 dossiers. Bon, c'est une légende urbaine qui circule dans ce concours. Et donc, du coup, la première fois qu'on a envoyé, comme dit Balta, la collection portait sur la chambre. C'était un peu de l'upcycling avant l'heure. C'était qu'avec des trucs qu'on trouvait dans la chambre. Des rideaux, des draps, des machins, trucs. Et on avait donc on avait compartimenté des boîtes qu'on avait fait nous-mêmes en reliure, typographiées, blablabla. Chaque élément du dossier était rangé dans cette armoire. Bref. Wow. C'était un bel objet, vraiment beau. Mais on n'a pas été reçu. Donc, pour la deuxième candidature. On n'avait rien à secouer. Avec cette collection. Big Again. Là, on a envoyé un dossier un poil plus classique. Ouais. Et c'était assez drôle parce que quand on est rentré à la Cambre, donc tu dois faire un magazine dont on parlait tout à l'heure, qui nous a fait cliquer ensemble. Et ce magazine s'appelait Big. J'avais scanné mon visage et toutes les problématiques qui étaient posées sur ces 20 pages étaient pourquoi pas les gros. J'ai posé déjà la question 5 ans avant pour le concours d'entrée. Je me rappelle qu'il y avait une page qui s'appelait In et une page qui s'appelait Out.
Et dans les in, j'avais mis Notorious Big, le Big Ben, Big Ali, genre j'avais vraiment des Big Mac. Bref, et c'est assez drôle que cette problématique finalement repop comme ça 5 ans après, d'où la collection qui s'appelait Big Again. C'était encore une fois, on se le redemande. Bref, et donc on a envoyé ça en vrac ailleurs, et ça a fonctionné. Ouais. Et du coup, hier aussi, ce qui était... Bon, hier, en gros, la formule, c'est on passe 2 semaines en tant que candidat, juste entre nous, avec tous les candidats à l'hôtel. Dans la colonie, quoi. Ouais, et c'est un peu genre Woodstock de la mode. Enfin, pour nous, c'était complètement dingue, quoi. Et après, il y a le concours. Et pendant ce laps de temps, en fait, on est vraiment amené à rencontrer tout le monde, et l'industrie, la presse. Et c'est là où on a capté qu'au-delà de l'émotion qu'il y avait pu avoir sur ce show, à la Combe à Bruxelles, une fois qu'on se retrouve hier avec tous les gens les plus importants, les plus impressionnants, il y avait cette même émotion qui se retrouvait parce qu'en fait, c'est hyper bête à dire, mais cette question des morphologies diverses pas représentées, ça touche tout le monde. Absolument. Même les gens qui bossent dans l'industrie et dans la mode. Et c'est vraiment là où on a pris conscience qu'il y avait vraiment potentiellement un truc intéressant. Mais il faut se dire qu'à ce moment-là, il n'y a toujours pas de projet de marque. Hein. C'est vraiment genre, on ne sait pas ce qu'on fait là. Quoi. Moi, j'ai un souvenir hyper dingue où je me suis vraiment dit que ça avait... que quand même, il y avait un truc qui se passait. On passe le jury. Et donc, Balthazar et moi, on n'était pas encore associés à l'époque. Donc, j'étais la designer en compétition et Balthazar, mon assistant. C'était à mourir de rire. Et donc, du coup, je suis seule face au jury et Balt est à l'arrière. Et les filles sont derrière moi en ligne. Et tu dois parler avec ton petit micro devant cette espèce de grande table. Il y avait alors Tilda Swinton. Et donc, Tilda, qui était dans le jury. Sarah Kerman. Les filles rentrent et Tilda fait comme ça avec ses mains, elle se lève et elle regarde les filles et elle fait ça. Très radiophonique. Un mouvement de présentation. Oui, un mouvement, pardon. Elle fait un grand mouvement de présentation, genre regardez-vous. Et je me tourne vers Balthazar et il me regarde et il fait... On ne savait pas si c'était bien ou pas. Et après, on n'a pas compris. Elle a forcé une espèce de standing ovation avant même qu'Esser puisse prendre la parole. Donc j'étais vraiment, mais alors, dire que j'étais en nage, c'est un euphémisme. À la piscine. Oui, j'étais à la piscine. En plus, pour la petite histoire, j'avais chopé une grippe, enfin une gastro, donc j'étais très malade et j'ai rendu tout le festival malade. Big up. Donc c'était vraiment un jury très très compliqué. Et donc c'était un moment assez fou. Et c'est vrai qu'à la fin, elle est venue nous trouver pour intimement nous féliciter. Et depuis, on a échangé par mail et tout ça. Enfin, donc il y a un truc qui s'est passé. Peut-être un jour, campagne Stermanas avec Tilda Swinton. Ouais. Après, elle est très pro-Haider, mais je veux dire, on n'est pas le vibe Haider, mais parce que Haider, c'est notre président de jury, c'est pour ça qu'elle était là aussi. Mais c'est juste très touchant de se dire que justement, Tilda, elle n'a pas ce corps du tout. Enfin, elle n'a pas le corps dont on parlait à ce moment-là. Mais elle est concernée. Et pour autant, elle s'est sentie hyper... Ouais, je trouvais ça génial. Enfin, c'était assez beau, ce truc. Bref, alors, et ensuite, il y a eu ce prix. En fait, au moment... Donc, il y a plusieurs prix au Festival de hier. On reçoit, du coup, nous, le prix des Galeries Lafayette, qui est l'opportunité de commercialiser une nouvelle version de cette collection qu'on présente. Et donc ça, c'est le moment où il y a un déclic qui est purement administratif de créer la société, à savoir qu'une fois qu'on reçoit de l'argent, il faut pouvoir l'encaisser. Oui. Donc du coup, je dis, super, je vous donne mon PayPal et c'est parti, mon kiki. On se dit pas du tout. Il faut avoir une société. Donc on a créé une entreprise à ce moment-là. Et, on l'a créé pour encaisser le blé. Encaisser le blé, quoi. C'était combien à l'époque ? À l'époque, alors on a dû négocier. Ouais, on peut pas dire c'est combien, mais c'est plus que les autres. Non, parce qu'en gros, il y avait... Mais t'as des fourchettes en général, c'est quoi, 100, 200, 300 Oh, 1000 non. Oh non. À l'époque, c'était autour de 15. Ouais. Ah ouais ? Oui. C'est Landam qui est... C'est Landam, c'est public et on a gagné 100 là récemment. Ok. Mais les prix ailleurs, c'est plutôt autour de... Entre 15 et 20. 10, 15, donc c'est ça, juste pour avoir une fourchette. Ouais, c'est 10, 15, 20. Ouais, mais c'est vrai que même ces débats-là, par exemple, on a été très vite mis dans l'exercice de la négociation, de mettre une valeur sur son travail, ce qui était hyper instructif. Et aussi... Impossible au début, on ne savait pas comment faire. Enfin, tu vois. Et en même temps, les Galeries Lafayette, c'était... Parce que du coup, la Camp, c'est 5 ans, et c'est très abstrait par rapport à l'industrie. On est de la création pure. Et avec les Galeries Lafayette... dans ce processus de commercialisation de la collection, ils nous ont directement mis dans le bain, quoi. C'était exceptionnel. Je pense qu'on a peut-être... Meilleure formation. Ouais, enfin, c'était honnête avec les studios, les équipes, genre, pourquoi il n'y a pas de poche dans ton pantalon ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, moi, j'en avais rien à foutre de mettre des poches, mais bon, en fait, il faut remettre. Et donc, c'était vraiment, même jusqu'à la campagne, enfin, c'était ouais, c'était intéressant. Génialissime, quoi. Ouais, vraiment.
Et donc, voilà, c'est pour ça qu'Esther Manas est née. Elle est née pour encaisser l'argent. Et du coup, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, le mot circule que on fait une collab avec les Galeries Lafayette, qu'on acte qu'il y a une marque Esther Manas. Et à notre grand étonnement, la Fédération de la Couture nous contacte en disant est-ce que ça vous intéresse d'intégrer faire partie le showroom des jeunes créateurs de la Fédération. Il faut quand même, juste pour être super concret, à l'époque, on n'a pas de collection, quoi. Donc on fait une réunion pour rentrer dans un showroom avec un PDF et des idées de choses qu'on pourrait... Mais en plus, on avait improvisé un peu la veille, parce que du coup, nous, on savait pas trop... Le projet, là, il était toujours d'encaisser, mais pas de faire quelque chose. Enfin, tu prends l'argent et tu cours, quoi. Tu payes le crédit. En fait, mon but était de rembourser mon prêt étudiant. Quand j'ai reçu quand on m'a demandé en interview qu'allez-vous faire cet argent, j'ai dit rembourser mon prêt. Tout le monde était là. C'est pas très ambitieux. Donc, du coup, c'est vrai que j'en étais encore là, en fait. Okay. Et du coup, on a aussi à ce moment-là la question, donc cette collection qu'on fait. C'est une collection qui était du coup... Parce que ce qu'on amène hier, c'est une collection faite sur mesure pour plusieurs femmes. Ouais. Étudiante, artisanale, avec de la céramique collée sur les freins. Et avec les Galeries Lafayette et cette perspective de rentrer dans un showroom, se pose la question de qu'est-ce que vous voulez en faire, parce qu'on ne peut pas faire du sur-mesure, on ne va pas faire de la couture. Et du coup, là, on s'est dit, prenons le parti free le plus radical. Et faisons de la taille unique. Comme ça, on peut habiller tout le monde. Encore une fois, une idée... Sortie du chapeau. Ouais, franchement, là... Et là, la collection, elle fait combien de pièces aux galeries? Ouais, enfin, oui. Alors, la capsule galerie, c'est environ 10 pièces. Ouais, j'allais dire 12. Quand même. Et 12, nous, je crois. Avec la collection que nous, on présente dans un second temps en tant que marque propre, du coup, dans ce showroom de la Fédération. 50. Autour de 50 pièces. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. C'était... Ah ouais, vous êtes mis une pression tout de suite, quoi. Ouais. Ou il fallait en avoir 50 le truc, c'est que les acheteurs, déjà, quand c'est ta première collection, ils ne te regardent pas. Pas beaucoup, en tout cas. Franchement, ouais. De par l'aspect un peu étrange, il y avait quand même de l'intérêt, mais il faut quand même te dire que la clé de voûte de tout ce projet, c'est la naïveté et l'ignorance, quoi. Savoir que si on savait ce qui se passerait, on n'aurait jamais fait ça, quoi. Enfin, vraiment. Moi, je serais restée chez Maquisson. Quand on signe pour faire ce showroom et qu'on se rend pas compte de ce qu'on va faire, en fait. De l'envergure du truc, de l'exigence, du travail, et tout. Ouais, et puis des côtés administratifs qu'on ne maîtrise pas du tout. Enfin, tu vois, nous, on sort des études, on se destine à travailler dans des marques ou dans des trucs où, en gros, il y a un service comptable. Hein, donc, toi, t'es pas une volve sur ce sujet. Mais c'est ça que je trouve dommage dans ces écoles de mode, parce que maintenant, on participe un petit peu avec plusieurs écoles avec lesquelles on collabore. Et je trouve peut-être qu'ils le font, je sais pas. Ouais, en fait, t'as un master en management, mais quand tu fais un... C'est pareil. Ouais, c'est séparé, en fait. Les métiers créatifs, ils ont même pas une petite capsule ou un truc où on leur donne un peu des bases de business. Mais ça correspond aussi au schéma de la direction des maisons, CEO et directeur créatif, et pas besoin de... Bien sûr. Mais bon, si tu lances ta marque et que, tu vois, il va falloir que tu fasses tout, parce que tu vas pas trouver un CEO au bout de 3 mois de... Mais du coup, c'est négatif et positif, parce que si tu y arrives... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place pour beaucoup de gens. Il y a déjà tellement de marques que je crois que du coup, ça écrème, c'est un peu con à dire comme ça, mais ça serait... C'est l'épreuve du feu. Ouais, c'est un peu l'épreuve du feu. Et aussi, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans cette réflexion-là, c'est que c'est aussi révélateur du statut du créateur qu'on peut encore avoir aujourd'hui, ultra romantisé. T'occupes pas des chiffres, coupe tes bouts de tissu et nous on gère le reste. Ouais, fume tes clopes et drape autour de ton stockman en criant. C'est ultra paternaliste et infantilisant, et c'est clair qu'Esther et moi, on est plutôt des contrôles fric. Et donc là, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, on a un niveau de connaissance Excel que jamais on aurait souhaité avoir. Et des ERP aussi. Et donc du coup, on a une maîtrise... C'est les logiciels pour... nous, c'est pour gérer les collections, les stocks de tissus, les consommations. Tu rentres ta pièce, tu rentres en gros combien je sais pas, du genre tes trims, donc t'as 2 pressions, 2,3 mètres de tissu, avec leur prix, leur fournisseur, leur machin, et à la fin quand t'as ta commande wholesale où ils t'en commandent genre, je dis n'importe quoi, 78, t'as précisément ce que tu dois acheter, ce que ça va te coûter, ton prix de rendement, Ok. Enfin, bref, c'est un logiciel de gestion qui est très bien. On est plus dans The Office que dans... le truc, c'est qu'on nous a des fois même reproché d'être des créateurs administratifs, plusieurs fois. Mais en fait, moi, je trouve ça hyper bien. C'est tellement rassurant, en fait. T'es en contrôle de ce que tu fais. Ça donne une vision, c'est rassurant quand même, quelque part, je pense. Et
quand on arrive avec les finances qu'on a, on peut pas être autrement. Parce que vous êtes financé en fonds propres. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc d'autant plus intérêt de savoir où va ton argent, quoi. Ce qu'il y a, c'est que oui, on a mis 500 € chacun dans cette boîte, et après, il a fallu que ça dépote, que ça fasse autre chose. Oui, que ça fasse des petits. Donc du coup, c'est vrai que on a aussi du coup découvert depuis le temps qu'on est aussi les différentes réalités derrière les aventures entrepreneuriales, et c'est vraiment, on a un niveau d'urgence qui, je pense, est partagé par d'autres personnes, mais qui est relativement rare, à savoir qu'il n'y a pas d'option où on foire, quoi. L'option en foire, on n'a plus ça. Enfin, c'est nous la théorie de no plan B, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, on repart au resto. Enfin, je veux dire, on repart dans. On a des plans B. Tu coupes toujours bien le ton. Je m'entraîne tous les mois pour être J'ai un couteau à poisson merveilleux chez moi, et je fais ça souvent. Donc je suis toujours prête. Et donc c'est clair qu'on a aussi, pour nous c'est plutôt un fardeau, mais par rapport à d'autres structures, on est aller très vite et très fort. Oui, il y a cette question d'urgence, je pense, effectivement. D'urgence. C'est pas très sain pour la vie. C'est pas sain, mais les choses prennent du temps, donc il y a une urgence VS. Donc voilà, directement en tout cas plongé dans le bain après ce concours de hier, et la possibilité d'aller à Paris pour présenter notre première collection. Et du coup, avec cette visibilité-là, on a aussi contacté. On a en tout cas amené à postuler au prix LVMH en tant que. On nous propose en tant que jeune marque. Et aussi, on arrive dans ce concours-là, donc prestige total, décalage absolu avec là où on en est réellement. Enfin, nous, on arrive décalage avec Peter Do et Casablanca qui sont nos voisins à ce moment-là de prix. C'est on cette arrive saison-là. avec nos valises. Ils arrivent avec c'est cette année-là. Ouais. Ah ouais. Et nous, on est là, on a 6 mois de marque. Il manquait une roulette à la valise. J'allais dire avec la roulette, on avait une valise avec la roulette cassée. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là, putain. C'est erreur de casting totale. Ah ouais, parce que Casablanca et Peter Do, à cette époque-là, c'est déjà quand même des marques. C'est des mastodons, et nous, on a un point de vente. Au printemps, on n'a même pas encore livré. Enfin, mais je pense que sociologiququement, l'idée créative, elle est tellement forte que la place, elle s'impose d'elle-même. Oui, mais c'était très bien, et à la fois dommage parce que c'était un peu tôt, je pense. On n'était pas prêts. C'est Peter Do qui gagne cette année. Personne. Because Covid. Donc ils sont splittés. Tout le monde a gagné. Les 8 c'est l'école des fans. Mais nous, non. Les 8 derniers. Parce qu'en fait, ils en ont éliminé 12, dont nous. Parce qu'on était vraiment trop jeunes, on pouvait pas aller là-bas. Il faut aussi, et les 8 derniers ont gagné. Le Esther Manaz dont on parle à ce moment-là, c'est pas du tout l'Esther Manaz d'aujourd'hui. Pas du tout. C'est un Esther Manaz ultra. C'était avant les cut-out. Voilà, on avait ce défi, peut-être pas très intelligent, de faire tous les vêtements d'un vestiaire tradit en taille unique. Donc on se prenait des murs quand même techniques, le costume croisé taille unique. N'importe quoi, c'était irréalisable. Mais c'était un bon exercice. Mais ça n'a rien à voir avec maintenant. Ça nous a vraiment forcé en fait à éprouver l'idée et du coup à se faire une boîte à outils pour ce qui allait se passer après. À savoir qu'en gros, donc on fait ce prix LVMH, Covid. Et donc là, on fait plus que des collections PDF et vidéo. Donc c'est un peu sec. Et donc là, on commence à ronger notre frein. Et on se dit quand le Covid se termine, coûte que coûte, on fera un défilé parce qu'on a envie de enfin pouvoir montrer ce qu'on veut faire sur un défilé. Juste aussi, à ce moment-là, on en parle avec la banque, ils nous disent mais ça va ou... Bien sûr. Ils ont la pire idée du monde, quoi. Vraiment, il n'y a aucune raison de faire ça. Vous êtes tarés, ça va pas du tout. Parce que là, c'est limite un all-in, parce que ce que ça coûte de produire un défilé, même avec Friends and Family, il y a des... il faut savoir que quasiment chaque saison, c'est un all-in. Ouais. Parce que le prix des défilés augmente, les prix sûr. des défilés augmentent, et notre chiffre d'affaires aussi, mais les prix des défilés aussi vraiment drastiquement. Donc du coup, c'est des paris, c'est souvent des paris, On avait un petit espoir, c'est que en sortant du Covid, on avait été pris du coup à l'Andam en finale, et donc on s'est dit, ok, on peut peut-être gagner l'Andam avec cet argent-là, du coup financer le défilé. C'est ce qu'on leur dit au jury. Et du coup, on perd complètement l'Andam. Mais cet exercice-là nous a forcé à nous projeter dans un défilé. On avait tellement la canne d'avoir perdu qu'on a fait ce show quand même. Je me souviens même... c'est ça l'histoire. Et on était vraiment en plus entourés déjà par une chouette équipe. On commençait à bosser avec nos équipes de presse. Mais qu'il y avait eux aussi les boules. Du coup, ils voulaient vraiment le faire. Ils voulaient vraiment nous aider. Le jour avant, on a eu quelques mecs qui nous ont dit « Vous êtes sûr, là, le défilé ? Parce que franchement, ça a l'air d'un peu vous dépasser, quoi. » Ouais, ça nous dépassait complètement. Et on fait ce premier défilé, et pour la première fois, on voit du Esther Manaz comme on le connaît aujourd'hui. La contrainte de faire défiler des filles dans des looks, 30 looks, face à des gens, ça nous a complètement forcé à repenser
comment on voulait formaliser le concept de taille unique et d'inclusivité. Ouais. Et donc c'est quand même pour moi le vrai démarrage de la marque. Ouais, c'est pour ça que moi maintenant je compte en show et pas en année de marque parce que c'est comme si on avait fait faillite pendant le Covid et recommencé quelque chose après. Ouais, parce qu'on s'est arrêté quoi. Donc c'est une autre histoire. Complètement. Ouais, là c'est le nouveau Estermanas. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien. Enfin, l'idée est toujours basiquement la même. Mais... Ouais. Et aussi, il y avait des choses aussi tellement simples, parce que nous, on travaillait quand même depuis quelques moments avec ces filles-là, mais le fait de faire défiler des filles grosses à Paris, pour nous, c'était en fait du coup pas un sujet, parce qu'on pensait que c'était chill, quoi. Pas du tout, c'était genre les gens tombaient dans les pommes, les ambulances, les urgences, mais non, c'est fou. Les trucs médicaux en backstage. Non, les gens, c'était un vrai sujet, quoi. Les gens étaient vraiment waouh. On pensait pas qu'ils seraient autant pas prêts. Ouais. C'est fou. D'un côté, ça a dû amener de la presse aussi. Ça a complètement amené de la presse. Bien sûr. Mais du coup, ça aussi. De la bonne presse. Et de la bonne presse, mais c'est aussi plein de gens sont accrochés à la marque avec un vrai affect sur le propos et sur l'esthétique. Et ce qui, je pense, est une relation qui nous permet aujourd'hui d'avoir une espèce de relation globalement saine avec les clients, la communauté qui nous entoure, la presse, l'industrie. Parce qu'en fait, les gens qui interagissent avec nous sont comme nous convaincus du propos. Et, sinon, ils n'interagissent pas. Voilà. Et donc, c'est aussi cool, parce que je veux dire par là qu'il n'y a pas de... Malentendu. Oui, pas du tout. Soit ils sont là-dedans, ça les intéresse, et ça leur soit parle pas rien, du tout. et c'est l'indifférence absolue. Donc du coup, c'est assez radical. Et tant mieux, je crois. Il n'y a pas vraiment de faux semblants. Je crois que c'est difficile de faker un intérêt, ouais. Je crois que c'est un peu le dernier tabou comme ça. Ouais. Je crois que c'est un peu difficile. De se prononcer publiquement en disant non, aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué. Oui, mais donc du coup, c'est soit rien du tout, et on sent que c'est un non, du coup. Ouais, voilà, c'est un vrai oui, mais c'est un oui convaincu et engagé et vraiment partie prenante. Ça me convient, je pense. Voilà, premier show. Donc ça, c'est le premier show, et donc on tient pas mal de retours de presse. Très bon. Ouais. Et donc ça vous projette direct dans le truc de on est reparti pour une deuxième saison. Oui, parce que... Et les bailleurs suivent ou pas ? Eh ben là, c'est la première fois. Ils suivent beaucoup plus qu'avant. Ouais, normal. Ça va avec un show aussi. Ça va avec un show, voilà. Ouais. Donc ils suivent plus qu'avant, dans le sens où Essence nous achète pour la première fois à ce moment-là. Ce qui est pour les jeunes designers, c'est un peu un Graal, Essence. Ouais. Donc on se dit, ok. Puis ils passent une belle commande. Et surtout, c'est le genre de magasin, de retailer qui vont vraiment soutenir le propos de la marque. Vont pas acheter en pensant qu'on est Gucci ou je sais pas. Non, et même pour le cast, je veux dire, Essence reçoivent cette collection et c'est shooté sur une fille de notre show. Ouais, pour l'e-com, ils prennent une fille de notre show pour l'e-com. Et donc, je trouve bien parce que ils vont c'est jusqu'au boutiste, quoi. Donc ça, c'était assez cool. Les photos étaient dingues. Enfin, Essence, leur e-com est super, de toute façon, mais... Donc, je trouvais vraiment pas mal. Et puis, c'est pas les seuls, parce qu'après... Webster, Selfridges, des magasins, et c'est un peu... Ils les rejoignent après, mais au deuxième show. Au premier show, c'était assez réduit. C'était le printemps, les Galeries Lafayette, en France, et après, c'était essentiellement... Pas de souvenir de la liste, par contre. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait assez, une micro-dizaine pour se dire qu'ils passaient des commandes assez importantes à notre échelle, pour se dire que ça valait le coup de convertir un deuxième et de voir ce que ça faisait. Et que ça rendait le premier défilé rentable, enfin en tout cas quasiment square. Exactement. En tout cas justifiable, c'est un investissement qui est logique, quoi. Exactement. On pouvait discuter avec notre comptable et la banque pour trouver une suite. Ça, c'était clair. Et donc on fait le deuxième. Le deuxième, c'est encore mieux. Et puis viennent nous suivre au deuxième plus de presse. Je veux dire, le premier, il faut être clair, la salle n'a pas été remplie. Mais on a eu... Il y a eu un article qui pour moi m'a tellement impressionné, c'est le New York Times qui a sorti une photo. C'est le deuxième, ça. Deuxième show, Rob Rose. Ah oui, t'as raison, excuse-moi. Et c'est là que ça... Non, mais premier show, Loïc nous a super suivis, et ça, c'était pas mal pour la France, je veux dire. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Au-delà des 5 minutes de mode et des 52, il y a eu un épisode complet sur nous qui est sorti. Ça, c'était quand même super intéressant. Je me souviens très bien, j'allais faire des courses. Esther, elle dit rentre, il faut qu'on regarde un truc.
Et Loïc avait sorti sur YouTube. C'était une surprise. 20 minutes sur Esther Hermann. Ouais, j'étais choquée. Enfin, c'était vraiment chouette. Et donc, et deuxième show, là, ça a été la conversion de la presse. Ça a été New York Times et Dazed. Wow. Et là, on s'est dit, ok, c'est cool. Et Dazed, vraiment, ça a fait exploser notre Insta aussi parce qu'ils ont fait vraiment, à la Dazed, vraiment le titre, genre on niquait le curve washing ou un truc comme ça. Enfin, vraiment. Ils allaient comme des dingues et ça m'a bien plu. Et c'est vrai que Emma Davidson, avec qui on s'entend très bien, qui est le journaliste essentiel, qui fait beaucoup de shows pour Dazed, et aussi une fille curve et tout ça, donc je crois qu'elle avait vraiment un truc raconté, quoi. Ouais, et puis voilà, l'incarnation lui a apparu, c'était top, quoi. Et du coup, ça a converti vraiment à ce moment-là. Show 3, du coup, on s'est permis le Palais de Tokyo et plus d'investissement dans ce truc, et c'était notre meilleure collection commerciale en termes de vente. Et Show 4... Donc celui qui vient de se passer là non. Juste avant celui de mariage. Ouais, Show 4, c'est le show de notre mariage. Et là, c'était notre show un peu... je sais pas comment parler de ça. C'était le premier show où on voulait plus vraiment parler des grosses. Ouais. Enfin... Parce qu'on en avait un peu ras-le-bol. Enfin, on s'est dit, genre, elles sont là, elles seront toujours là, elles ont toujours été là, c'est normal. Mais on a envie que la presse, les gens nous aiment pour d'autres choses. Surtout qu'en plus, on s'est quand même rendu compte, qu'il y a quand même, les grosses, c'est un sujet, enfin, en tout cas, le fait qu'on habille plein de morphologie, il y a un style super particulier. Je veux dire, on n'est pas du tout sur un truc très reconnaissable. Et le truc, c'est que la presse, finalement, on parlait pas tant. On parlait beaucoup de nous comme les étendards de la mode inclusive. Et ce qui est vrai, pas de problème. Mais par ailleurs, on avait aussi envie d'être reconnus parce qu'on a un ADN assez fort et tout ça. Et donc, on s'est dit avec Balt, quel est l'autre... on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce que c'était Esther Hermann. C'est super dur de répondre à ça à nous deux. En fait, on n'y arrive jamais vraiment. Okay. Les gens qui travaillent avec nous, je pense à notre styliste Benoît et tout ça, y arrivent beaucoup plus, je trouve. Beaucoup plus facilement. Mais ce qui nous rapproche aussi avec Balt, au-delà de cet amour donc pour l'inclusivité et tout ça, c'est, je pense, nous deux. Et donc, le fait qu'on crée de cette façon ensemble, et on a décidé d'axer la collection 4 sur notre couple et sur, ironiquement, le fait qu'à un mariage, de toute façon, tous les corps sont là, donc faut bien habiller tout le monde pour la fête. Oui, voilà. Ah, c'est fort. Donc, c'était assez cool. Mais c'était une collection qui, du coup, était très niche, parce que donc... les acheteurs ont vraiment vu ça, je pense, comme une collection axée sur le mariage. Ouais. Et donc, c'était un peu plus délicat, je crois. Et je comprends. C'était très soir, c'est pas aussi... Enfin, voilà. Il y avait une prise de position qui était très forte, et j'en suis bien contente. Mais par ailleurs, c'était peut-être un tout petit peu... Ça a touché moins de personnes, quoi. Oui, je pense. Évidemment, en termes d'image, ça a bien fonctionné, mais ça s'arrête là, quoi. Et après, c'est vrai que le défilé, il y avait tout le truc, c'était iconique. Les gens adoraient, mais après, c'est vrai que commercialement, si les pièces sont moins... c'est vraiment que des pièces d'événementiel. Donc forcément... La projection, c'est plus limité. Donc heureusement, c'est une collection hiver. Donc, tu as toujours cette occasion du Nouvel An, de Noël, des fêtes. Oui. C'est une collection qui était rouge, noire, blanche. Donc, c'est des couleurs que tu mets aussi beaucoup aux fêtes, à paillettes, machin. Donc, heureusement, il y avait ça, qui a réussi à axer les choses. Mais sinon, c'est vrai qu'on a fait un vrai pari. Ouais. C'est un jeu dangereux, mais c'était... Et puis, je pense aussi qu'on arrivait... c'était un cycle où, en 4 shows, on s'était un peu présenté. Et pour être un peu concret, les collections... se ressemblaient, mais on sentait qu'il y avait une veine, un tronc commun, quoi. Et ce qui était un peu frustrant pour Esther et moi, c'est que les gens nous disaient ce serait quand même chouette que vous commenciez à faire ceci ou cela et tout. Enfin, en gros, ouvrir plus des catégories de produits. Merci à vous, on n'y avait pas pensé. Et du coup, on était là, oui, on sait, mais bon, c'est de l'argent, quoi. C'est compliqué de faire ça. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il fallait vraiment qu'on convertisse rapidement parce que l'industrie qui ne connaît pas les dessous financiers des marques et qui nous compare à d'autres qui sont évidemment beaucoup plus à l'aise ou aboutis parce que dans notre image, on a l'air d'être souvent pas établi, mais plus grand que ce qu'on est. Il y a un peu de frustration. Était frustré parce que pensait qu'on était feignant ou non créatif, j'en sais rien, mais qu'il y avait quelque chose autour de... Vous tournez autour du pot, autour d'une fronce et de trous. Présentez-nous autre chose. Autre chose. Et donc du coup on était un peu là, merci à vous, on est au courant. Mais c'est juste que avec les moyens du bord qu'on avait, on ne pouvait réaliser que ça. C'est pas que il n'y avait pas de sous pour les mettre ailleurs dans des développements d'autres produits, c'était pas possible. Et surtout que toutes les pièces qui défilaient, je pense à la collection mariage, c'est moi qui les faisais dans notre bureau avec ma machine à coudre. Donc du coup forcément
ça, c'est limitant parce que tu peux pas. J'ai pas de machine à cuire. Enfin, tu peux pas traiter d'autres matériaux, du jean, etc. C'est pas possible. Nos boucles d'oreilles étaient imprimées en 3D, faites par Balthazar, mais on avait accès qu'à des imprimantes 3D pour les traduire en volume. On pouvait pas les développer en fonderie, etc. C'était pas possible. Donc, on faisait avec ce qu'on pouvait. Et puis après arrive Andam. On repostule du coup à Andam. Mais au Grand Prix, au prix des grandes marques. Ouais. Et là, du coup, l'approche qu'on a, c'est de se dire, on va leur faire une espèce de teaser de ce qui se passe si on gagne. En gros, on leur montre. Tu leur as fait une bande-annonce. Ouais, une espèce de bande-annonce. Hey, si on gagne, en quelque sorte, ouais. On a cassé la banque et on s'est acheté une machine industrielle et tout ça. Et du coup, j'ai fait 2 vestes en cuir qu'on a mis sur les filles. Ouais. On a fait des pantalons et tout ça. Et on leur a dit... En gros, on a imprimé en fonderie une paire de boucles d'oreilles. Tu dis en cuir, c'était en faux cuir d'ailleurs. Un mouton. Il y avait le simili pour la première. On était quand même aussi limité. On était limité. On a pris du faux cuir qui ressemblait au cuir qu'on voulait vraiment utiliser. Ouais, on prenait des alternatives pour montrer. La fonderie, c'était une fausse fonderie. Enfin bref. En tout cas, on montre l'aperçu de ça. Make it. Vraiment. Et on arrive à Andam en leur disant, voilà, ça c'est genre... c'est ce qu'on aimerait qu'Astermanas devienne si on avait du blé. Donc si vous nous faites gagner... Très in your face, quoi. On annonce la couleur dès le départ. Mais c'est pas une mauvaise stratégie, en fait. Non, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, mais c'est vrai que dans la mode, les gens, ils ont plus tendance à pas vouloir trop parler d'argent ou faire plus de storytelling que d'être pragmatique et de dire, bon, bah, il y a une réalité financière derrière, quoi. Soyons honnêtes, quoi. C'est clair que... Alors moi, j'étais un peu ton point de vue. Ça me paraissait un peu cash comme approche, mais au final, il y a quand même pas mal de CEO qui sont dans l'assemblée. Et en fait, quand ils font ils regardent les chiffres de la boîte et ils ont nos chiffres sous les yeux, ils ont la banque sous les yeux. Okay, d'accord. Et ils regardent les chiffres et puis ils voient 2 personnes devant eux et ils disent en fait pour 2 personnes c'est pas si nul ces chiffres, quoi. Donc il y a aussi cet aspect là où en fait même si c'est petit pour 2 personnes c'est pas si petit que ça. Parce que tout ce temps-là vous êtes que tous les deux à porter la marque. On vient d'engager quelqu'un là il y a 4 mois. Ah ouais. Et à mi-temps, mais sinon on n'est que 2. Ok, d'accord. Oui, c'est petit. Hein. Ouais. Mais après, il y a des sous-traitants, des freelances, des trucs de temps en temps. Bien sûr. Mais les usines, c'est une partie. Les équipes presse, les équipes vente, mais qui fonctionnent indépendamment sont pas en interne. Voilà. Bien sûr. Et du coup, avec ce projet-là, je pense que notre marque a suscité beaucoup de débats parce qu'il y a un prix spécial qui a été créé pour nous. Pour qu'on ait quand même quelque chose à la fin. De cet Andam là. Absolument. Logiquement, il y a 2 prix. Il y a un grand prix. Enfin, bref. Ils ont créé un 3e prix, pardon. Une 3e dotation. Le grand prix de 300 000 et le prix spécial de 100 000, ce qui est déjà pas mal d'argent. Et là, ils ont fait le grand prix de 300, le prix spécial de 100 et le prix spécial bis. De 100 spécial. Le prix Astermanas. Il m'a appelé. Direct, tu déposes. Fred m'a fait cette blague. Bref. Et donc, du coup, ils l'ont créé pour nous, quoi. Donc, c'était chouette. Ouais. Trop sympa. Et on reçoit cet argent, et du coup, techniquement, en termes de timing, 2 mois après, on présente une collection qui ne pourrait pas bénéficier de cet argent-là. En septembre. Ouais. Du coup, on a décidé de ne pas la faire. On se lève le matin et on se dit, en fait, on va juste sauter une saison et prendre le temps de bien investir et revenir après. Et du coup, c'est même cette idée-là qui peut paraître... on a appelé quand même plusieurs personnes de la fédération. Pour être sûr. Est-ce que vous nous suivez sur ce projet de faire une pause ? Parce que faire une pause dans la mode, ça peut être un peu létal. C'est méga létal. Un an de rien dans la mode, c'est 100 ans. Le désert, ça va tellement vite aujourd'hui dans ce système de consommation et d'images. Absolument. Tu peux pas rien faire. Heureusement, on avait le plan mariage, le vrai cette fois-ci. Vous êtes focus sur ça. Dont on s'est servi en plan de communication. Bon, c'était pas le projet du tout au début. Ça devait être un truc super intime et tout. Mais en fait, finalement, ça a été un projet de communication. On s'est dit, on fait un mariage privé, normal, quoi. Mais sauf que dans le privé, malheureusement, on s'est fait des amis dans la mode. Et du coup, malheureusement. Jusqu'au bout, le mépris. C'est une affreuse personne. Non, et en fait, du coup, ça fait tellement. Non, mais voilà, ça y est. Et c'était très intéressant de voir aussi qu'un événement privé pouvait avoir de la résonance par rapport à ce qu'on se dans la marque. Quand on s'est rendu compte, c'est surtout que Balthazar et moi, dans l'incarnation, on avait maintenant une résonance. Un rôle à jouer. Oui, vous incarnez beaucoup la marque. C'est ça. Et ça, on s'en était pas rendu compte avant ça, je pense. Pas vraiment. Avec le collection mariage, un peu. Ouais. Parce que ça tournait autour de notre histoire et tout.
Mais avec le mariage, quand on s'est pris plus de followers qu'un défilé, plus d'interviews qu'un show, lié à notre vie privée, c'est quand même dingue. Ah, mais c'est ouf, ça. Ça m'étonne pas du tout. Dingue. Mais Tous aussi les parce vogues que l'ont c'était repris, lié c'était au défilé. Bah, Pour en moi. fait, mais Il y avait un peu un teaser pour moi. En tout cas, quand j'ai vu le défilé, pour moi, c'était un peu T'avais le envie de voir teaser la de. suite. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai vu comme ça. Non, en t'as tout raison. cas. Mais je surtout comprends. qu'à ce mariage, on a invité du coup tous nos invités. T'as invité tes invités, oui, c'est bien. On a habillé les invités, pardon. Et donc, du coup, en termes de. Il y a 30 filles habillées en Esther Manas, c'est assez amusant. Dont nos mamans, c'était chou. Ouais, c'est trop chouette. Et du coup, c'est vraiment en fait le cœur de la marque, c'est d'habiller tout le monde. C'était la version peut-être la plus honnête de ce qu'on veut raconter. Oui, c'est ça, quoi. c'est ce que ça se traduit parfaitement dans un cas de vie réelle aussi. Ça, c'est touchant, tu vois, de voir. Non, bien sûr. Elles ont toutes râlé parce qu'elles n'avaient pas de manteau. Et du coup, elles ont des manteaux maintenant. C'est super. Vous avez développé des manteaux ? Ouais. Du coup, Maintenant, sur cette collection qui vient de défiler là. il y a 3 jours. Ouais. Bravo. Merci. Félicitations d'ailleurs. Donc là, on est défilé 5. On est au défilé 5, absolument. Et qui est du coup ce défilé de l'étape 2, on va dire, de la marque. De la réalisation de nos promesses à Andam. Ouais. On peut montrer 1% de ce qu'on veut faire pour du vrai. Donc on ouvre les portes, faire des nouveaux types de produits, donc des vêtements quand il fait froid, des bijoux faits en France, des sacs. Des sacs, j'ai vu les sacs, très sympa. Des pièces en cuir, toujours avec les mêmes exigences d'inclusivité, de durable, autant qu'on peut le faire. Ouais. Et du coup, là, pendant qu'on se parle, on ne sait pas encore c'est quoi les retours des grands magasins, mais on espère en tout cas, nous on a pris ça comme un défi créatif, de pouvoir enfin exprimer Esther Manas autrement. Dans un vestiaire complet. Ouais. Et on est super curieux de voir la réponse absolument. commerciale. Mais c'était encore le in your face dont tu parlais tout à l'heure, parce que moi, le mot d'ordre que j'ai essayé de diffuser au maximum pendant les interviews après, c'était qu'avant on faisait des collections avec 10K. Là, on en a fait une avec 100. Imaginez ce qu'on fera avec un million. Ouais. C'est un peu ça. C'est le challenge pour tout le monde, de toute façon. Donc, c'est plus essayer de montrer de quoi on est capable avec. Donc, c'est assez organique comme croissance, en fait, du coup. Ouais. La gestion, disons, un peu bon père de famille, comme on dit, permet d'avoir ce genre de croissance pour vous, quoi. Complètement. C'est ça. Et après, nous aussi, notre le paradoxe, c'est qu'on court toujours après, mais je pense que comme ça, pour beaucoup de gens, tu cours après l'image que tu renvoies, à savoir qu'en fait, on est censé faire des shows qui ressemblent à ce que Esther Manas a l'air de l'extérieur. Évidemment, c'est pas possible parce que on est plus du coup, restreint, ça nous ruine. Et donc là, je pense qu'on commence doucement aussi à pouvoir trouver un bon équilibre entre une image hyper forte. On a de la chance d'être vraiment super soutenu par la presse et être très visible et voilà, avoir un écho chez certaines personnes et commencer à faire des shows qui peuvent aussi donner du répondant à ça. Mais on est aussi hyper content d'enfin pouvoir montrer des choses nouvelles et d'avoir réussi, je l'espère, enfin en tout cas dans les bases créatives, dans l'ADN de la marque en termes de style, que le fait qu'on l'ait appliqué à d'autres types de produits, que ça tienne le coup, c'était vraiment notre stress, parce qu'en plus, pour le coup, cette collection, elle est faite toujours par nous, mais aussi on sous-traite avec pas mal de gens qui ont... Ça y est, j'ai arrêté de coudre. Qui ont du savoir-faire. Je couds quand même, mais pas tout. Et donc, ça a comme conséquence que 2 semaines avant le show, sérieusement, on n'a pas encore vu la collection, parce qu'on attend les pièces. Ouais, on se rend pas compte, c'est très différent comme process. Le stress était gigantesque. Enfin, les équipes... parce que si là, la pièce, elle arrive et c'est pas comme prévu, c'est... tu peux pas refaire en plus ça en interne. Donc, c'est ça, et puis c'est ça et c'est pas autre chose, quoi. Donc là aussi, c'était les chocottes maxi, quoi. Et du coup, c'était marrant parce que les équipes, au bureau, on recevait, je sais pas moi, une doudoune ou un bijou. C'était Noël. Tout le monde était genre, c'est génial. Et puis nous, on avait une tête jusque par terre. Et c'est là, vous êtes pas content. On dit, oui, mais ça c'est une pièce, mais est-ce que ça va bien se marier avec le reste? Est-ce que c'est cohérent? On était vraiment très chiant de stress. Ouais, c'était une saison. Je crois que c'était la pire en termes de stress. Ouais. Et à la fin, grâce à tout le monde et aussi à notre styliste Benoît Béthune, tout s'est bien imbriqué. Ouais, et donc on était contents. Ça a bien fonctionné. On espère. On a hâte de voir le show numéro 6. Ouais. On va commencer par une sieste. Parce que là, vous en sortez, c'est tout frais, quoi. Ouais, c'est très très frais. Mais ouais. Comment, il y a une question un peu sociétale, comment est-ce que vous résistez à ce retour un petit peu à la minceur, à ces corps très uniformes? Comment on résiste à ça?
Je peux faire une réponse. Est-ce que est-ce que déjà c'est pas une opportunité pour vous de se dire, en fait, si plus personne veut habiller les femmes de la vraie vie, est-ce que c'est pas à nous de le faire? Alors, on pourrait se dire ça, mais en fait, c'est méga effrayant parce que tu te demandes du coup si en wholesale on peut avoir notre place, parce que du coup, est-ce que vraiment les acheteurs y croient du coup et t'achètent? Ouais. Enfin, je veux dire, la question du risque, quoi. La question du risque est immense en fait. Donc, sociétalement, t'as envie de dire que heureusement que t'es là. Ouais. Après, tu te dis que t'as vraiment ta place parce que même quand t'es absent pendant une saison, personne la récupère. Ah, Donc, c'est que personne n'en ouf. veut. C'est quand même impressionnant cette idée. Ouais. Mais par ailleurs, c'est aussi. Moi, on est bien content avec Balthazar quand on voit une ou deux marques essayer de faire des choses. C'est souvent des jeunes marques, on ne faut pas se le cacher. Ok. Souvent américaines ou londoniennes, pas françaises. Oui. Mais dont une en particulier qu'on a rencontrée hier à LVMH Price, qui est semi-finaliste, là. Mais qu'elle, c'est que du sur-mesure pour des grandes tailles. D'accord. Mais quand même. Donc c'est commande spéciale. On se marche pas dessus, mais au contraire, je pense que l'un peut pousser l'autre. Mais même pour répondre à ça, je pense qu'on pourra jamais se marcher dessus parce que de toute façon, le marché, il est tellement vaste. Il est gigantesque et c'est juste une question de style à la fin, quoi. Ouais. Mais c'est plus que, du coup, c'est génial quand ça arrive, quand il y en a d'autres qui s'y mettent. Parce qu'en fait, si on est seul, tu pourrais te dire c'est génial, t'as tout le marché pour toi, mais en fait, pas du tout parce que personne prendra le risque. Ah, carrément. Waouh. Bah ouais, parce que tu vois, quand tu nous mets où dans un concept store, parce qu'on en est là en fait dans la réflexion. Pas nous, mais je veux dire, on en est là. Le système en est là. Côté wholesale, quoi. Bah ouais, et puis quand on faisait uniquement de la taille unique, tu vois, pour un bailleur, c'est compliqué dans des gros groupes type les GL ou le Printemps d'expliquer à la cliente finale comment ça fonctionne. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur le corner en permanence. Ouais, il faut beaucoup de pédagogie pour le produit, donc ça coûte cher. Mettre quelqu'un sur le corner en permanence, c'est un risque qui est décuplé. C'est pour dire que c'est pas qu'une question de volonté et de bien aimer et que ce soit sympa. Enfin, je veux dire, on n'en est plus là du tout. On parle de business, malheureusement. Ah oui. Et au final, toujours, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que comment on survit à cette question de la maigreur qui revient. Moi, pour être franche, assez inquiète. Ouais. En termes de business, je suis inquiète. Ouais. En termes de fierté, je suis super fière qu'on soit toujours là. Mais en termes de business, ça fout les pétoches, quoi. Moi, je pense que, bon, ton inquiétude, mais moi, je trouve ça en fait. Balthazar est jamais inquiet, toi. Non, je suis inquiet. C'est bien, c'est rassurant. Mais je trouve ça assez simple, même par respect pour la cliente finale, où pendant des saisons et des saisons, on a dit aux filles hey, vous êtes les bienvenus, regardez, on met des gros sur le catwalk, ça y est, on fait des vêtements pour vous, puis t'arrives en magasin, t'es là genre. Ah bon? What the fuck? Et donc cette frustration-là, j'espère, va disparaître, quoi. Et donc le terme est vraiment dur, mais c'est un peu une espèce de purge de la communication vs le produit. Qui va vraiment jouer le jeu, quoi. Et designer des vêtements pour des filles grosses ou pas, c'est un travail, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire et une envie c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que nous on va se mettre à faire des collections sur l'équitation? Non. Et il y en a qui le font très bien et c'est super et c'est génial. Après, quoi. j'adore les cow-boys, mais bon, ça n'a pas savoir. Elle vient de le faire. Ouais. Prochaine collection. Donc c'est aussi ça, c'est de dire en fait peut-être que c'est un peu un moment révélateur où on ouvre les yeux sur les véritables intentions de tout le monde. C'est pas grave, mais à la fin de la fin, il y a quand même juste une cliente qui doit trouver un produit qui lui convient. Qui lui fit aussi, parce que c'est un exercice. Je dis souvent ça, mais c'est un exercice difficile en fait de faire du sizing aussi loin, parce que le corps, il est, quand il est exponentiel, il est vraiment très différent. Enfin, un corps mince, sans forme, le patronage, tu sais pas que tu rajoutes juste bêtement 1 centimètre partout. Plus, quoi. Non, c'est pas ça. Donc c'est vrai qu'il y a une compréhension des formes et du rapport corps-vêtement qui est délicate, intime. Enfin, c'est quand même quelque chose, c'est un vrai savoir-faire. Et du coup, je pense que tout le monde ne peut pas s'y frotter dans le sens où ça demande beaucoup d'argent et d'énergie de le faire. Et donc, ils mettent leur bille et leur énergie ailleurs. Et je peux comprendre, parce que c'est pas simple. Et je préfère qu'ils fassent comme ça, plutôt comme dit Balthazar, qu'ils s'y attellent et que ce soit mal fait ou fait à moitié. Ce qui fait que la cliente finale, ce qui est mon cas, va être d'autant plus frustrée, en fait. C'est vraiment une fausse belle promesse. Donc, c'est encore pire. Je préfère pas de promesse qu'une mauvaise promesse. Enfin, il n'y a rien de pire. Je trouve. Je suis d'accord. Donc, je préfère rien qu'on te fasse croire que. Je crois que Après, c'est clair que les propos qui sont tenus par certaines personnes, c'est quand même chouette que la tendance des gros, ça se finit.
Et c'est là, la saison dernière, Ouais. my God. Du coup, là, on découvre vraiment en fait le travail gigantesque qui reste à faire. Ou si on pense que c'est une tendance, comme pour les marques avec, les démarches durables, si on met ça dans la case de la tendance, il y a un énorme souci. Non, mais il y a un énorme souci. Imaginez quelqu'un qui dit heureusement que la mode des grosses c'est fini. Enfin, je déplace ça à d'autres particularités physiques, type une couleur de cheveux ou une couleur de peau. Mais imaginons cette phrase tous ensemble, collectivement, ça serait un vrai problème, on est d'accord. Bien sûr. Donc, ça ne va pas. Non, mais clairement. Enfin, c'est comme si on te disait, oui, heureusement que la mode de Black Lives Matter c'est fini. Ouais, mais ça c'est un sujet, quoi. C'est un sujet qu'on évoque aussi c'est fou. Régulièrement quand on reçoit quelqu'un de noir. Le noir, ouais. Ça a été une tendance. Non, mais c'est un truc de dingue qu'on en soit là quand même. Enfin, je veux dire. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Et d'écouter des gens sur... moi, je suis pas de l'autre côté de la salle. Enfin, on y était en septembre. Mais quand nos amis journalistes et tout ça, ou talents qui sont assis, entendent leurs voisins dire ça devant les podiums, genre, ah, enfin, il y a des mecs. T'es un peu là, genre... Ouais. Petite sueur froide. Ouais, tu sens la goutte, quoi. Genre, c'est... Ouais. Oui, mais c'est pas comme si, en plus, elles avaient été éliminées et qu'on les retrouvait. C'est juste qu'on a laissé quelques places à des corps différents, quoi. Ouais, c'est dingue. C'est dingue de dire on les retrouve, on les a jamais perdus. Hein. Ils ont toujours été là. Ouais, c'est super dingue. Non, c'est... Donc, quand tu dis comment on survit au retour de ça, je suis même pas sûre que c'est un retour. Enfin, tu vois, c'est fou. Ouais. Bon, on va finir sur une meilleure note. On va pas finir sur ça. Non. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que vous avez envie de parler de projets d'avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce qu'il y a des sujets? Il y a des collabs, voulez... ça on sait. Ah oui, on n'a pas parlé de vos collabs. On fait des collabs, c'est vrai. Ça fait partie, il faut être clair, mais je pense que dans la jeune création, c'est le cas pour... Oui, il y a toujours une entente créative, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, mais en effet, c'est des choses qui aident beaucoup, non? C'est aussi là où je pense que tout le monde grandit, quoi. Factuellement, ça nous permet d'être du coup moins inquiet par rapport au fait de est-ce qu'un magasin va nous acheter ou pas. Du wholesale et tout ça. Mais en parallèle, ça nous permet aussi d'appliquer notre processus et nos idées à des échelles différentes. Et donc c'est essentiel, quoi. Ouais, comment tu fais transpirer ta vision dans des plus grands groupes. Mais c'est aussi trop intéressant parce que on sent du coup avec Balthazar, chez Stermanas, on est assez radical dans notre façon de penser et de communiquer les choses, mais parce qu'on a une certaine liberté vu qu'on est petit, qu'en fait on n'est pas un business à plusieurs millions, donc du coup quand on se croûte, ça change pas grand chose. Enfin, au final, chaque succès est un succès, mais les défaites sont pas si grosses parce qu'en fait il y avait pas grand chose à perdre. Donc du coup c'est très différent d'un gros groupe Juste, j'interromps 2 secondes. Vous êtes à l'aise de parler d'un échec ou pas du tout? Qu'est-ce que vous entendez par échec? Qu'est-ce qui pourrait être un vrai échec chez nous? Alors, je vais faire une phrase très prétentieuse. Je pense pas qu'on ait eu d'échec. Ah bon? Moi, j'ai l'impression qu'on en a eu un paquet. Je pense juste que ça n'a pas réussi. Non. Non, mais je pense juste que les moments qu'on peut avoir, des moments compliqués qu'on peut avoir sur des collaborations ou autres, c'est les moments où vraiment... c'est de l'apprentissage. On veut garder la main sur des choses. Et on peut pas, forcément. Et on peut pas, mais à la fin, on peut parce que c'est le projet sorti. Donc quand le projet sort, nous, on est content. Tout ce qui sort, on est content. Non, mais des échecs de la marque en interne, par exemple. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a plein de... Moi, je suis hyper d'accord d'en parler, mais je réfléchis à vraiment un truc qui m'a vraiment démonté. Il y a des trucs qui... par exemple, c'est bête, mais des produits qu'on ne retrouve pas sur une autre collection, c'est en fait un échec parce que... Les bailleurs n'ont pas pris. Ouais, et que ça n'a pas fonctionné, et ça, c'est clairement des choses. Mais il y a aussi des échecs... on imagine une pièce, on la fait en interne, et quand elle sort... Moi, je parle vraiment des échecs, genre, vraiment à la ramasse, quoi. Mais genre, comme hier, ça a été la première fois où on a été éliminé. Oui, ça, vous en avez parlé, c'est vrai, déjà. Pour moi, plutôt, c'est... Les vrais échecs que j'ai vécu comme ça, c'est quand on perdait des concours, genre où j'étais vraiment sûre qu'on allait gagner la première fois en dames. Enfin, voilà, je le dis clairement. Pour moi, ça avait parce qu'on racontait, pour moi, c'était le bon moment, ça avait du sens. Je veux dire, L'Oréal était un méga partenaire à un moment de ce prix, et L'Oréal, quand même, a un vrai discours sur la femme. Il y avait un truc où je me disais que les planètes étaient alignées vraiment, et donc, pour être franche, j'y croyais à fond. Et honnêtement, je me suis pris une tartose dans la tête. Ça m'a vraiment renforcé, et ça a été sûrement place, pourquoi la deuxième fois c'est passé, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai que ça te rend humble parce que d'un coup, tu crois que ça y est, c'est la fête au village, mais pas du tout. Et du coup, ça m'a vraiment mis par terre, je peux le dire. LVMH Price, ça m'a mis par terre de pas continuer. LVMH Price, ça m'a mis par terre.
On n'a jamais cru que. Enfin, le LVMH price, quand on arrive dans la salle du showroom et qu'on voit tout le monde, on fait genre, ok, on va bien perdre. Oui, c'est mais, genre oui, impossible. mais quand même. des fois, tu te dis que tu vas perdre, mais des fois, tu te dis que sur un malentendu, t'es déjà là. Donc, peut-être il y en aura un autre de malentendu. Bah, moi, je me souviens Et ça m'a spécifiquement. foutu par terre, je pense. Dans ce genre de prix, moi, surtout au prix LVMH, j'étais juste, à un moment, je me suis dit, on va être content du catering, de la nuit d'hôtel. C'est énorme. De toute façon, Balthazar, on est monsieur et madame Tupperware, enfin, genre, qui ramènent le sucre qu'il y a au restaurant chez eux. Genre, la honte. Comme quoi, la kleptomanie, ce n'est pas fini. Et même avant ce show aussi, il y avait quand même des coups de stress un peu intenses. Et on se disait, bon, au pire, c'est le dernier, non, mais, on aurait bien bêtement, rigolé. là, pour ce show, on connaît pas les résultats des ventes, mais moi, j'avais peur de l'échec total. Parce que c'est tellement différent d'avant. Enfin, tellement différent. Je m'entends. Hein. On retrouve des éléments de la marque, mais c'est vrai que ça change quand même. Ça change quand même fort. Les filles sont beaucoup moins nues. Enfin, je veux dire, il y a ça. Beaucoup de nouveautés, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est une conjecture financière qui est quand même pas simple en ce moment. Et du coup, honnêtement, pas à l'abri que ça soit un échec. Ouais. Je veux dire, c'est peut-être un succès presse et en termes d'image, c'est le cas, ça on peut le dire. Mais commercialement, on n'en sait rien. Encore. On n'en sait foutre rien. Et honnêtement, ça pourrait l'être. Et ça serait vraiment dramatique, mais ça pourrait l'être. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'à l'heure où on se parle, donc on n'a pas de retour financier sur est-ce que c'est vendu ou pas. Mais en parallèle, on a des retours concrets de gens qui nous contactent pour faire autre chose. Donc ça nous fait réfléchir à... C'est l'histoire de collaboration. Voilà. En fait, quand tu es dans une jeune marque qui a une image très forte, qui a un propos et une image, je crois que c'est une vraie force parce que... On a envie de t'associer à ça, quoi. On a envie de... Voilà. Et donc, on a une plus grande liberté, une souplesse avec ce wholesale, dans le sens où c'est pas le cœur de financement de la marque. Ce qui est le cœur de financement, c'est ce qu'on apporte aux autres, notre image et tout ça, et les produits qu'on développera avec eux, parce qu'ils sont plus installés, le produit est plus facile, et que ça fonctionne du coup chez eux. Ouais, genre on fait une collab avec un produit, et à leur échelle, ça fonctionne super bien, et donc c'est aussi rassurant de dire que si vous scalez, on revient au truc du million, quoi. Absolument. Enfin, de toujours donne-moi plus et je ferai plus, quoi. C'est à peu près ça. Okay. Donc, finalement, les enjeux des shows sont plus serait plus d'accentuer cette image de marque qui a quelque chose à dire, qui le fait avec justesse, avec aussi force. Et ça nous permet d'être plus cool sur le wholesale, je crois. Ouais, d'être moins stressé, quoi. Ouais, je crois. C'est une chance. Ouais. Voilà. Ok. Bon, c'est génial, c'est une belle aventure. Hein. De ouf. Sportive. Alors, je suis pas sportive pour un sou, mais ça, c'est sportive. Non, mais c'est fort de voir un couple qui s'épanouit aussi au travers du travail, parce que ça peut être, j'imagine, des fois compliqué, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que sans ça, je crois pas qu'on serait ce couple-là du tout. Je ne sais même pas si on serait en couple. Ouais, mais après, quand on bosse ensemble, on n'est pas du tout en couple. Hein. Pas du tout. Vraiment pas. Ah non, je suis tellement bossy, c'est l'enfer. Je suis un monstre. Toi aussi. Hein. Ouais, j'aurais bien misé sur Balthazar. En fait, c'est une saison où je suis devenue très dure cette saison. C'est vrai ? Ouais. Je crois que c'est Pourquoi ? Les enjeux, l'argent. Ouais, le stress. Ouais. C'est pas tant la création et tout ça, c'est plus. Je crois que c'est vraiment. Aussi les ambitions de. Ouais, je crois aussi que ça a super changé. Bon, pas en interne, hein, je veux dire, notre team et tout ça, on les chérit, on les adore et on sait ce qu'ils nous donnent et tout ça, donc pas du tout, mais. T'as une exigence envers toi aussi qui a l'air d'être assez. Oui, je suis monstrueuse forte, hein. aussi, j'ai des ulcères, tout ça. Mais donc, du coup, ça c'est clair, mais du coup, j'ai la même envers moi qu'envers les autres, et donc elle est assez intense. Ouais. Et envers Balthazar aussi, du coup, je suis méga dure. Mais je suis sympa aussi. Non, mais je pense que c'est clair que, par exemple, pour les gens avec qui on bosse au début, peut-être parfois c'est un peu déstabilisant parce que je pense qu'on est relativement détendu, enfin, dans les échanges, mais quand ça touche au travail, on a vraiment ce devoir de rigueur, de précision, et d'ambition. Ouais. Et à la fin, c'est nous qui signons, donc. À la fin, c'est la responsabilité finale, c'est vous. Ouais. Enfin, c'est nous deux, mais c'est dans le business et dans la créa, c'est ça surtout, parce qu'il y a des créateurs, ils disent oui, mais moi j'ai fait une super collection, mais le business ils ont pas géré, ou moi j'ai géré le business, mais il y avait pas la création en face. Vous êtes responsable des deux, quoi. Clairement, là on est sur on regarde nos courbes de prévisionnel tous les jours, donc c'est ça qui nous tient, tu vois. Donc c'est vraiment con parce que. C'est le lot de Wall Street, quoi. Non, mais on parle pas des mêmes sommes, mais je veux dire. Quand même, ça te met une pression supplémentaire. C'est une pression parce que vu que c'est un métier qu'on adore malgré tout et tout ça qui est fantastique, t'as envie que ça continue. Et t'as envie que ça se reproduise chaque saison. Moi, je veux dire, au show, j'ai bassiné tout le monde cette saison où j'étais à moitié hormonalement en larmes. Enfin, genre, ça ne m'arrive jamais. Cette saison, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment genre la fontaine de jouvence. Enfin, c'était vraiment terrible.
Et je disais à tout le monde, je veux pas que ça s'arrête, je veux pas que ça s'arrête. Et on me disait, mais ça va pas s'arrêter. Enfin, regarde, t'as 300 personnes là qui cravachent. Ouais. Mais il y avait un truc où t'as envie. Tu veux le bis repetita, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que franchement, on n'en est pas du tout l'un et l'autre à se bagarrer pour un salaire ou pour un truc comme ça. Enfin, on n'a pas besoin de tout ça. Non, l'argent, c'est nul. Je veux dire, c'est pas un truc qui nous. C'est pas le moteur. L'argent dans la boîte, c'est un truc qui me motive. Oui, parce que bien j'ai sûr. envie de faire des trucs et de pas être limité. Je trouve que la frustration, c'est trop dommage. Mais en tout cas, du coup, je suis devenue dure à cause de ça. Enfin, je crois. Cool, bah, ça va être chouette la prochaine. Merci pour cet épisode. Non, mais merci pour votre franchise en tout cas, parce que voilà, comme on disait, c'est souvent dans la mode, les gens, pas chez nous, on a de la chance, les gens, ils aiment bien se livrer chez nous. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours ce fantasme de la réussite et de pas montrer le côté la peur, les aléas financiers, tout ce qui fait le vrai business de la mode. Le truc, c'est que ça reste un business. C'est du rêve pour le grand public, mais en fait, on parle juste à la fin, c'est du chiffon, mais c'est de la thune. Hein. Enfin, donc, très clairement. Après, je pense qu'aussi, on se permet d'être aussi honnête parce que on n'est pas à plaindre, à savoir que factuellement, ça se passe bien. Pour nous, sûr, c'est une position assez privilégiée qu'on a. Et on en parle aussi avec les autres créateurs. C'est important d'éduquer tout le monde. On est une génération qui, entre nous, on est méga transparent. Enfin, on connaît vraiment les finances de presque tous nos potes qui font des fringues aussi, et on est super. C'est important, je pense, non? Et ça aide même, je pense. Tu vois. Complètement. On est assez alignés là-dessus. Enfin, après, je dis ça, mais s'il faut, ce n'est que des mensonges. Non. Mais j'ai pas l'impression, et honnêtement, c'est à la fois rassurant et à la fois c'est. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Je trouve que c'est pour ça on est une bonne génération, je trouve, entre nous, enfin les francophones, des trucs. Ouais. Je crois. Enfin, voilà. Bon, on vous souhaite de beaux jours. En tout cas, nous, on est très, très fans. Merci. Ouais. Merci de m'avoir invité. Merci Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.